Juillet 1906. Après 12 années de batailles juridiques et de joutes politiques, de controverses et de retournements, 12 années d'injustice et d'humiliation, le capitaine Dreyfus était définitivement réintégré dans l'armée de la République française. Un ultime jugement de la Cour de cassation rendait à Alfred Dreyfus son honneur. L'affaire avait déchaîné les passions et la haine antisémite, mais elle se concluait par la défaite des anti-Dreyfusards, par la victoire de la République. Wie Gott in Frankreich. Heureux comme Dieu en France, disait alors un proverbe yiddish. Als ich bin in Schule gegangen, pflege singen auf Hakol, liebe jiddische Gesangen, alte Lieder von Amor. Frankreich meine, Land von Kinderjahren feine, durchgelebt und Sorg und eines, eingewiegt mit dein Musik. Städtelteiers, stille die Blechgärtner Scheiers, Kinder von mein Dorf ist Eiers, und wie meins geben dort Glück. Hab dich lieb, ja, und noch schenk ich dir mein Lied da. Hab dich lieb, ja, bis mein letzten Augenblick. Frankreich meine, Land von Kinderjahren feine, durchgelebt und Sorg und eines, eingewiegt mit dein Musik. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. On dégrade un innocent! Soldats! On déshonore un innocent! Disons-le brutalement, l'armée s'est déshonorée. On fabrique des faux pour perdre un officier d'état-major, c'est le dernier degré du déshonneur pour un militaire. Tout ça parce qu'il est juif et qu'on pense qu'il vaut mieux ce coupable-là qu'un autre. C'est honteux en termes de conscience humaine. Ce qu'il y a eu de, je crois, de plus saisissant dans l'affaire Dreyfus, c'est la révélation de l'intensité et de la profondeur de l'antisémitisme en France sous la Troisième République. Quand même beaucoup plus de défilés de la droite nationaliste criant la mort Dreyfus, mort aux Juifs, que de défilés de Dreyfusards. L'affaire Dreyfus, c'est la suite d'une vingtaine d'années où la littérature française, où tout ce qui s'exprime par l'écrit parle des Juifs, où il y a énormément de journaux qui ne datent pas de l'affaire Dreyfus, qui datent d'avant. C'est-à-dire, pour parler du journal le plus lu par les catholiques, c'est La Croix. La Croix est un journal antisémite, avant l'affaire. Le journal le plus anti-juif de France, comme se définit alors La Croix en cette fin de XIXe siècle. La Croix, tout comme le Pèlerin, s'acharne contre le peuple déicide, race ennemie du Christ qui ronge la nation. La droite et le clergé n'ont pas le monopole de la haine. L'ancien communard et pamphlétaire Henri Rochefort a lui aussi sa publication anti-juive. Signe de cette flambée antisémite, un livre que l'on s'arrache, La France juive, paraît en 1886. Son auteur est un défenseur de la vieille France, Édouard Drumont. Il fonde la Ligue antisémitique que dirigera Jules Guérin et crée bientôt son propre journal. L'affaire Dreyfus est l'occasion d'un déchaînement sans précédent, un flot de haine.
La France serait-elle devenue le pays le plus antisémite d'Europe? La violence ne s'exprime pas seulement dans les colonnes des journaux, elle est aussi dans la rue. Pendant l'affaire Dreyfus, on assiste à des manifestations anti-juives dans toutes les villes de France. Le pire est atteint en Algérie en 1898, où un leader antisémite, Max Régis, entraîne la population européenne à piller les magasins juifs. Début de pogrom. Cette même année, Drummond est élu député d'Alger et forme à la Chambre un groupe parlementaire antisémite. Drummond est élu député d'Alger face à un antisémite modéré. Voilà. Donc il y a là quelque chose, Alger étant une ville française à l'époque. Voilà. Et ça témoigne d'une intensité dans la société française de l'époque, une profondeur d'antisémitisme qui a, j'imagine, dû être une révélation pour beaucoup, comme on disait à ce moment-là, d'Israélites français. Les Juifs ne sont alors qu'une étroite minorité dans le pays. 80 000 personnes dans une France de 40 millions d'habitants. Originaires de Bordeaux, d'Avignon ou de Carpentras, et surtout d'Alsace et de Lorraine, beaucoup sont établis en France depuis des siècles. Émancipés depuis la Révolution française, la République leur a ouvert les portes de l'administration, de l'armée, de la politique. Pour ces Israélites, comme on les appelle depuis Napoléon, la religion organisée autour des consistoires demeure une affaire privée. Dans une volonté d'assimilation, on ne parle plus de synagogue, les Israélites vont au temple. Ils sont alors nombreux à redouter la mauvaise publicité que ce capitaine juif peut faire à leur communauté, comme en témoigne Léon Blum dans ses souvenirs sur l'affaire. Les Juifs avaient accepté la condamnation de Dreyfus comme définitive et comme juste. Ils ne parlaient pas de l'affaire entre eux. Ils fuyaient le sujet bien loin de le soulever. Un grand malheur était tombé sur Israël. On le subissait sans mot dire, en attendant que le temps et le silence en effacent les effets. La masse juive accueillit même avec beaucoup de respect et de méfiance les débuts de la campagne de révision. Le sentiment dominant se traduisait par une formule comme celle-ci: c'est quelque chose dont les Juifs ne doivent pas s'occuper. Si l'affaire Dreyfus impose aux Juifs de France le silence plus que la révolte, le premier à s'engager dans le combat de la vérité est pourtant un intellectuel juif, Bernard Lazare. D'autres consciences s'élèvent avec lui. Cette capacité de s'indigner contre l'injustice, puis de prendre fait et cause, comme Zola le fait pour les Juifs, comme Clémenceau, comme Péguy, effectivement, on peut dire que c'est la grandeur de la France. On ne lutte pas parce que Dreyfus est juif, on lutte contre l'injustice. Voilà. C'est une époque où une injustice faite par un seul homme peut séparer un pays en deux. Dans ma famille, mon père et ses frères considéraient que la République l'avait emporté sur la réaction et qu'ils sont sortis de l'affaire Dreyfus plus républicains et donc plus français qu'avant, enfin, dans la mesure où c'était possible d'être plus français. Mais en tout cas, rassurés et persuadés que c'était la victoire de la République. Réhabilité, le capitaine Alfred Dreyfus deviendra le lieutenant-colonel Dreyfus, quand en 1914, il décide à presque 60 ans de rejoindre son régiment et d'aller se battre pour la France. Aux côtés de Dreyfus dans cette effroyable Grande Guerre, plus de 30 000 Juifs de métropole et d'Algérie sont mobilisés. À cela s'ajoutent plus de 8 000 volontaires d'origine étrangère venus de l'Est. Dès les premiers jours de la guerre, une affiche en yiddish est placardée sur les murs de Paris. La France est en danger. Frères, c'est le moment de payer notre tribut de reconnaissance au pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. La France, qui la première de toutes les nations, nous a reconnus à nous juifs les droits d'hommes et de citoyens, la France où nous trouvons depuis de longues années un refuge et un abri.
Dans les tranchées, le futur grand rabbin de France, Jacob Kaplan. Autre symbole de cet engagement patriotique, la figure d'Abraham Bloch, grand rabbin de Lyon, tué par des éclats d'obus alors qu'il apporte à un blessé chrétien la croix du Christ. Bien entendu que j'ai entendu parler du rabbin Abraham Bloch, d'autant plus que sa fille était une cousine, donc ça faisait partie de l'histoire de la famille. Et quelque part, on était assez fiers d'ailleurs de ce que ce rabbin avait fait et de ce qu'il avait été une figure patriotique, si je puis dire, dans l'histoire de France. Le monument de Douaumont perpétue le souvenir de ces Juifs, français par le sang versé. 7500 d'entre eux ont disparu dans l'immense boucherie. Le monument est levé à la mémoire des Israélites morts pour la France et prononce un discours dont voici un extrait. L'évocation des milliers d'Israélites de France, d'Algérie et alliés, mobilisés ou engagés volontaires qui sont morts pour la défense du pays, recueillons-nous. Même l'écrivain Maurice Barrès, qui s'était illustré par son antisémitisme lors de l'affaire Dreyfus, doit admettre le sacrifice et rend hommage à ces Juifs étrangers qui se sont battus non pour une terre natale, mais pour une patrie choisie. Les antisémites ont perdu du terrain. Jean Renoir évoquera 20 ans plus tard, dans La Grande Illusion, la fraternité des tranchées où les destins se croisent. Faut bien qu'on la finisse, cette putain de guerre, non? En espérant que c'est la dernière. Tu te fais des illusions. Allez, revenons à la réalité. Si on tombe sur une patrouille, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu files de ton côté, puis moi du mien. On risque chacun sa chance. Alors, au cas où ça arriverait, disons-nous au revoir. Et à bientôt. Allez, au revoir, les sales juifs. Au revoir, bien de moi. Allez, hop. Allez, hop. Au lendemain de la Grande Guerre, alors que les États-Unis se ferment, la France devient un grand pays d'immigration, une terre d'accueil. Parmi les étrangers qui arrivent en France, les Juifs du Levant, de Turquie et des Balkans, souvent déjà francophones grâce aux écoles françaises de l'Alliance israélite universelle. D'autres, plus nombreux, viennent par milliers de Russie, de Hongrie, de Roumanie ou de Pologne. Mon père s'est arrêté en France, partant aux États-Unis. Il s'est arrêté en France à cause de l'affaire Dreyfus. Il avait lu Balzac en yiddish, Émile Zola en yiddish, et donc il avait une certaine connaissance de ce que pouvait être une certaine France. Et puis le fait que ce pays reconnaisse ses erreurs, ça a été un signe pour lui quand il a eu 20 ans, surtout qu'on sortait d'une période de l'occupation russe aussi, où il y avait eu énormément de pogroms en Pologne, dont mes parents avaient été eux-mêmes victimes. Donc pour eux, c'était déjà vraiment, oui, la liberté. Ma mère, elle appartient à la vague d'immigration des années 1910. Ce sont des Juifs bessarabiens. Il y a eu les pogroms terribles à Kishinev et ils décident d'immigrer et de venir à Paris. Comme toujours, d'abord les garçons, ensuite le père et pour finir la mère et la fille, par petites étapes successives. Du côté de ma famille maternelle, mon grand-père est tailleur. De cette émigration, ce qu'il m'avait dit, c'était une épidémie, on partait tous. Partir. Le bonheur est en France, dit-on. La France qui éclaire l'horizon, premier pays en Europe qui sut faire des Juifs des citoyens. Depuis septembre 1791, la nouvelle venue d'Alsace s'est répandue dans tous les shtetls de Bessarabie, de Lituanie et de Pologne. Dieu a choisi la noble nation française pour nous restituer nos droits. La Déclaration des droits de l'homme est une nouvelle table de la loi. En 1920, ma famille donc, est arrivée à Metz,
ma famille paternelle et quelque temps après ma famille maternelle. Et mes parents sont nés à Metz, sont donc eux véritablement les premiers Français, par le droit du sol, comme on dit. Je crois que seule la France et l'Amérique ont eu cette espèce d'éclat messianique, n'est-ce pas, puisqu'ils portaient un message universel. On trouve des expressions à l'époque de l'émancipation des Juifs de France qui disent, bon, à partir de maintenant, la Seine est notre Jourdain, Paris est notre Jérusalem. Paris. Il n'y avait pas un mot qui fût plus doux pour moi, écrira le peintre russe Marc Chagall, qui s'installe définitivement dans la capitale en 1923 et côtoie Soutine, Zadkine et Modigliani. Il y avait une image très forte qui était Paris, la ville lumière. On la retrouve comme un cliché dans pratiquement toute la littérature yiddish de l'immigration en France. C'est une attirance pour la France, mais ce qui pousse à immigrer, c'est le fait qu'on ne peut plus vivre là où on vit. Ils fuyaient la misère. Ils fuyaient la misère. La majorité des Juifs qui viennent en France sont des réfugiés économiques qui ne voient pas d'avenir parce qu'en plus, il y a l'antisémitisme. Alors que les Juifs établis avant la Grande Guerre gagnent l'ouest de Paris, les arrivants emménagent dans les quartiers souvent insalubres de Belleville, Montmartre et du Marais. Près de l'hôtel de ville de Paris, le Pletzel, la petite place, vit au rythme du Yiddishland. 150 000 Juifs vivent dans la capitale dans ces années 1920. Parmi les Juifs d'Europe de l'Est, des artisans, livreurs, vendeurs de produits de Pologne et de Russie, fourreurs, matelassiers et couturières, casquetiers et maroquiniers qui bientôt ouvrent leurs boutiques, le cœur à l'ouvrage. Mon grand-père, on disait que c'était le meilleur tailleur de Varsovie, mais il y a beaucoup de meilleurs tailleurs de Varsovie dans les familles juives. Et je dirais que la valeur qui était sa valeur suprême, c'était le travail. Ma mère commence à travailler comme bobineuse au coton DMC de Belfort. Et mon père, il est manœuvre. Et comme tous les Juifs, se privant de tout, mangeant des pommes de terre avec du hareng, ils économiseront assez d'argent pour pouvoir commencer à faire les marchés. Mes oncles vendaient des chiffons et gagnaient un peu plus d'argent le dimanche en allant vendre des madeleines à la porte de Vincennes. Ils vivaient à 3 dans 2 pièces avec un atelier où il y avait toujours 2 ou 3 cousins qui soit venaient pour s'établir, c'était le premier relais, ou au contraire, c'était un passage en attendant d'aller ailleurs, à Chicago, à New York. Mais il y avait toujours un petit noyau familial ou amical dans très peu de pièces et dans une grande misère. Plusieurs associations naissent, bientôt unies dans la Fédération des sociétés juives de France. Les Rothschild créent des lieux d'accueil, des crèches, des asiles, des soupes populaires. Mais tous les juifs français ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée de ces juifs exotiques venus d'Europe de l'Est. Le Polac était le Polac, ça c'est vrai, hein, il faut reconnaître les choses. Quand on parlait d'un juif qui venait de l'Est, j'entendais dire c'est un Polac. Une certaine forme de racisme existait entre les juifs locaux et les juifs venant d'Europe de l'Est, et cela, mon père m'en a témoigné et il en a probablement assez souffert. Ils sont considérés comme des étrangers, d'une part, et d'autre part, peut-être comme des gens pouvant être susceptibles de créer de l'antisémitisme. Imaginez que les juifs locaux donc, ont reçu la citoyenneté, ils se sont émancipés, ils ont intégré les structures de la République, certains ont
occupent des postes assez importants, et ils veulent surtout ne pas dépareiller par rapport à l'ensemble des autres Français. Et ils voient arriver ces Juifs très typés, parlant le yiddish. Ils arrivaient avec leur accent, avec leurs vêtements, avec leur profession, et ils n'étaient pas du tout dans le cadre. Et ils ont été très très mal perçus, vécus par les Juifs installés en France depuis un certain temps. Il y a la crainte de ces Juifs de l'Est qui sont bruyants, qui sont pouilleux et qui risquent de mettre en péril leur intégration. Mais il y a aussi peut-être quelque chose comme un retour de l'image de ce qu'ils ont fui eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ces Juifs de l'Est leur rappellent peut-être leurs parents ou leurs grands-parents. En plus, la langue yiddish est quand même une langue qui peut sonner avec une certaine proximité avec l'allemand. Donc ces Juifs peuvent facilement être traîtres à la nation française. Mes parents auraient vu comme quelque chose, une espèce de mésalliance, si un de leurs enfants avait épousé quelqu'un originaire de Pologne. Aujourd'hui, un Juif dont les enfants trouvent un autre Juif est déjà très content, mais à l'époque, il y avait cette espèce d'ostracisme. Moi, j'ai beaucoup aimé, finalement, les Juifs qui sont venus de Pologne. J'ai eu, parce qu'ils apportaient quelque chose que je n'avais pas eu dans ma jeunesse. Dans les bagages de ces Juifs du Yiddishland, une culture, un théâtre, des musiques, des écrivains, une langue. Des associations sportives apparaissent, sionistes ou communistes, le YASK, club sportif des ouvriers juifs, est lié à la CGT. À Paris, les journaux et les publications en yiddish foisonnent. Neue Presse, Pariser Eint, Unsere Stimme, notre voix, la semaine parisienne. Des petites synagogues perpétuent les rites et les liturgies d'Europe centrale. Avec la loi de naturalisation d'août 1927, près de 50 000 juifs étrangers, juifs du Levant ou juifs du Yiddishland, vont devenir français. Une intégration qui passe aussi par l'école républicaine. L'essentiel, c'était les études. Il fallait étudier, il fallait être bon en classe. Ma mère ne considérait pas que ses fils puissent être autre chose que premier de la classe. À partir de quoi, je peux dire que j'ai reçu une éducation sévère. Mon père n'a pas été à l'école gratuite laïque obligatoire. Son père l'a mis dans les écoles qu'on appelait les écoles Rothschild, qui étaient les écoles du consistoire, où on apprenait à être israélite et français. Les vacances sont terminées. La rentrée des classes apporte aux écoliers le regret de la liberté perdue, mais aussi la joie des bons camarades retrouvés. Ma mère, elle est à l'école des Hospitalières Saint-Gervais, et là, l'instituteur républicain, elle racontait toujours, mais 30 ans après, avec une émotion inouïe et une reconnaissance infinie, l'instituteur républicain gardait, après la classe, les enfants immigrés pour leur faire des cours supplémentaires de français, qui, croyez-moi, n'étaient pas payés. Mais c'était la passion républicaine de l'intégration. Et elle-même, le soir, lorsqu'elle rentrait chez elle, donnait, à partir des leçons que lui avait ainsi données l'instituteur républicain, des sortes de cours du soir aux cousins et à ses parents. Et à la maison, même ma pauvre grand-mère était tenue de, dans la mesure du possible, s'exprimer en français. Il ne se servait du russe, éventuellement du yiddish, que pour ce que les enfants ne devraient pas comprendre. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas français, mais leurs enfants vont parler français. Et leurs enfants vont devenir des écrivains, des chanteurs, dans certains cas,
moi, j'étais destiné à être tailleur. J'étais dans l'atelier, dans les années 50, dans les nombreux ateliers que j'ai faits comme apprenti, on ne parlait pas yiddish, hein. On parlait français. Des générations d'immigrants juifs se coulent ainsi avec bonheur dans la langue et la culture de la République. Demain, leurs enfants seront des citoyens exemplaires, plus français que les Français. Francis Lemarque devient un chanteur français. Voilà, celui qui va incarner Paris, c'est Francis Lemarque. Voilà, c'est un petit. Et il était apprenti maroquinier. Il vivait dans une famille juive typique. Et il militait. Il incarnait vraiment la Bastille, quoi. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt nuit et jour font des tours et des tours à Paris. Mon ami Jean Friedman racontait que dans son quartier à Belleville, à l'époque Belleville était un quartier juif, quand l'un des immigrés juifs d'Europe de l'Est était naturalisé, c'était une fête de quartier. C'est-à-dire il y a une espèce de fierté de lui-même d'abord, du nouveau français, mais aussi de l'ensemble du quartier qui projetait sur lui ses espoirs d'un jour réussir à obtenir la nationalité française. Alors, c'était pas seulement une question administrative, c'était vraiment une question de foi. Pour des hommes comme mon père, on était citoyen français, c'est fini. La page était tournée. La Russie n'existait plus. L'URSS, c'était un pays sur la carte. Il lui arrivait de s'y intéresser, mais il ne se sentait et ne se voulait que français. Et la France a été une machine à broyer les identités qui a très bien fonctionné, n'est-ce pas? Elle a pris des générations de juifs de l'Est, d'Italiens, de Portugais, d'Espagnols, de Polonais, de ce que vous voudrez, et elle en a fait des Français. C'est cette machine-là qui est un peu grippée aujourd'hui, mais ça, c'est un autre débat. Dans la France des années folles, les Juifs semblent avoir trouvé une nouvelle terre promise. Dreyfus serait donc une affaire classée, oubliée? La lune de miel n'interdit pas cependant quelques couplets antisémites. Des chansonniers s'en donnent à cœur joie, mais bien des Juifs ne voient alors dans les fausses notes du fantaisiste Georgius qu'un folklore, un antisémitisme de bonne compagnie. Et il arrive même que dans certains mariages juifs, il se trouve quelques convives pour reprendre en chœur la noce à Rebecca. Pour calmer tous les invités qui se montraient un peu surexcités, Rebecca joua du piano, le fils des vivants dit de manteau. L'oncle Schwartz offrit des cigares, monsieur Schmutz en prit un tartare. Mais il dit au moment de fumer, j'ai le bout qui est pas coupé. Le père Meyer cria très fort, le bout pas coupé, c'est tragique. Foutez-moi cet homme-là dehors, c'est un sale catholique. Ah, mes enfants, on s'en souviendra longtemps. Dans 10 ans, on parlera encore de la noce à Rebecca. La grande crise qui frappe les États-Unis en 1929 atteint bientôt le vieux continent. En France, les affrontements politiques se durcissent. Le pays n'est plus le même. On ferme les frontières, on renvoie les travailleurs étrangers. Les ligues d'extrême droite battent le pavé, la xénophobie et l'antisémitisme refont surface. Mais en mai 1936, la gauche française, unie dans le Front populaire, gagne les élections. Pour la première fois, le Parti socialiste va diriger le pays, à sa tête, Léon Blum. Monsieur Léon Blum est appelé par Monsieur Albert Lebrun, qui le charge de former le nouveau ministère. Avoir à la tête du gouvernement de la République française un juif, comme on l'entendait dire, ne pouvait pas être bon pour les juifs. Vous savez que Blum lui-même s'est interrogé, que les représentants de la communauté sont venus le voir pour lui demander de ne pas devenir président du Conseil, mais vous savez aussi que ça aurait été accepté
de se voir à travers les yeux de ses adversaires et que ceci était impensable. Ça aurait été renier le socialisme que de se voir, lui, comme juif, à ce moment-là. J'étais bloomiste. J'ai toujours été plutôt tenté par la gauche que par la droite, mais aussi par tradition familiale, sauf que je dépassais sur la gauche les radicaux socialistes et que Léon Blum m'attirait. Bon, pour une raison qui vous paraîtra peut-être évidente, peut-être parce qu'il était juif, je ne sais pas. Pour mon père, c'était l'objet d'une admiration sans limite. Et je me souviens très bien que petit garçon, en 35, je devais avoir 7 ans, 7 ans et demi, mon père, qui votait toujours socialiste, mais ne faisait pas de politique en France, mon père nous avait emmené, mon frère et moi, à un grand meeting républicain. C'était là où est maintenant le palais de Chaillot, à l'époque le Trocadéro. Et là, il m'avait hissé sur les épaules et Blum avait parlé au micro. Ça a l'air très mal, mais j'en ai gardé le souvenir. Vouloir d'avance tous les moyens et toutes les conditions de la fête. Il y a eu un grand défilé du Front populaire qui a commencé au Panthéon et qui se terminait à la Bastille. Et moi, je n'étais pas dans le défilé. Mais j'étais, à un moment donné, boulevard Saint-Germain. J'ai eu une surprise. J'ai vu dans le défilé un groupe d'hommes porteurs d'un étendard. C'était pas un drapeau, mais c'était un étendard accroché comme ça à un truc, écrit en lettres hébraïques. C'était le syndicat des coiffeurs juifs. Syndicat des coiffeurs juifs. Et qui défilait en criant « Vive le Front populaire, vive le Front populaire !» Et moi, c'est vrai, je me suis posé la question, ça m'a amusé. Puis j'avais une certaine sympathie, je reconnais, pour ces types-là. Je savais de qui il s'agissait. Je savais que c'était un peu de la famille, une branche un peu éloignée de la famille. Mais surtout, je me suis dit, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un syndicat de coiffeurs juifs? Il y a des syndicats de coiffeurs. Pourquoi un syndicat de coiffeurs juifs? La vérité, je n'ai pas encore la réponse. Je sais que c'était important pour ces hommes-là. Je comprends pourquoi c'était important pour eux. C'était aussi un moyen de s'intégrer, sans s'oublier soi-même. Pourquoi tant de juifs s'intéressaient au communisme, par exemple? Parce qu'ils étaient, eux, les seuls à vivre cet internationalisme. Tout ce qui est nationalisme, où que ce soit en Europe à l'époque, se retourne contre les juifs. L'universalisme, et par conséquent, tout ce qui a été l'idéal des Lumières, ensuite des droits de l'homme, est pour les juifs une identité protectrice. Donc ils sont naturellement portés et vers les mouvements progressistes et vers l'universalisme. D'où l'accusation de cosmopolitisme, évidemment. Il ne faut pas oublier que depuis 1933, à côté de chez nous, il y a, à 2 pas, il y a une politique ouvertement antisémite. La journée antisémite. L'ordre officiel de boycottage du commerce israélite est rigoureusement exécuté. Sur l'autre rive du Rhin, le chancelier Adolf Hitler a fait de l'antisémitisme un programme politique. Dès avril 1933, le parti nazi organise le boycott des commerces juifs et en 1935, les lois de Nuremberg excluent les juifs de la communauté nationale. On regarde avec appréhension, j'allais dire avec dégoût, ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, en Allemagne.
la nuit de cristal, les Juifs réagissent, ils ne sont pas indifférents, ils sont bouleversés, frappés. Mais ils ont la conscience que, quelque part, derrière la ligne Maginot, on sera intouchable. Après tout, il y avait eu la Première Guerre mondiale, où les Juifs n'avaient pas été visés en tant que tels. Ils ont payé leur tribut normal, enfin si j'ose dire, à ce conflit mondial, mais ils n'ont pas été visés en tant que Juifs. C'est les dernières années de l'avant-guerre où l'antisémitisme s'est vraiment développé en France. Parce que, enfant, ma mère nous envoyait toujours chez les mêmes paysans à la campagne. Avant, le problème juif ne se posait jamais. Et tout d'un coup, il était tout le temps sur la table, les Juifs ceci. Et nous, enfants, on était là et on entendait ça. Et on ne pouvait pas répondre. Crise économique, immigration, montée des fascismes en Europe, l'antisémitisme se réveille. Le juif est accusé de toutes les misères du monde. La parole antisémite se libère, s'exprime dans toute sa diversité, plus violemment en Alsace, en Lorraine et en Algérie. Les coupables sont les juifs qui s'enrichissent aux dépens des chrétiens, des ouvriers, des paysans, des petits commerçants. De toutes parts, ils cernent, ils encerclent, ils ruinent le pays, ils veulent la guerre. Le capitaliste, c'est le juif, mais le juif est aussi le bolchevique, le socialiste. Léon Blum est une cible de choix. Il suscite la colère, l'ironie et la rage. En juin 1936, à la Chambre des députés, celui qui à Vichy deviendra bientôt le premier commissaire général aux questions juives, Xavier Vallat, donne le ton. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif. Moi, j'ai des souvenirs très précis là-dessus d'inscription à la craie, vous savez, sur bas des maisons, mort à Blum, mort aux juifs, mort à Blum, mort aux juifs. C'était 37. Il y a une remontée de l'antisémitisme de Plume qui va avoir une sorte de sommet en 38. Voilà. Ça s'incarne. Premier pamphlet, Céline, voilà, qui publie son premier tas de merde. Bagatelle pour un massacre paraît en 1937. Second pamphlet, l'année suivante, dans l'École des cadavres. Louis-Ferdinand Céline laisse parler son cœur. Racisme d'abord, racisme avant tout, désinfection, nettoyage, une seule race en France, l'Aryenne. Nous nous débarrasserons des Juifs ou bien nous crèverons des Juifs par guerre, hybridation burlesque, négrification mortelle. Ce qu'il faut voir, c'est les critiques qui accueillent la sortie du livre. Et qui disent c'est admirable, c'est encore plus beau que ces romans parce qu'on ne voit pas réellement le sujet. C'est juste du style, des adjectifs, c'est formidable. Voilà. Et donc ça, il y a une sorte de critique officielle. André Gide qui dit c'est très drôle, il faut lire ça comme une chose comique. Voilà, il a voulu nous faire rire. Donc, cette année 38 voit une sorte d'espoir se lever chez tous ces antisémites. Ces antisémites voient que c'est possible, qu'on peut mettre les Juifs à l'écart, qu'on peut prendre leur place, qu'on peut prendre leurs appartements, qu'on peut tout. Pendant ce temps-là, en France, on danse dans les rues, c'est formidable, on a gagné les 40 heures. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aveuglement qui fait que ce qui se passait à côté, il y avait l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, c'est rien. Certains pourtant vont avoir une conscience aiguë de la montée des périls. Ils alertent l'opinion sur la situation en Allemagne. C'est un jeune journaliste juif, Bernard Lecache, qui fonde en 1928 la LICA, Ligue internationale contre l'antisémitisme. Solidaires, quelques catholiques, philosophes et écrivains, Mauriac, Claudel ou Jacques Maritain, rompent avec l'antijudaïsme chrétien. L'abbé Violet s'affiche aux côtés de Bernard Lecache. Pour empêcher que ne se réalise l'odieuse injustice qui menace vos coreligionnaires d'Allemagne. On continue de voir des Juifs arrêtés, promenés à travers la ville dans des costumes que l'on veut burlesques, amenés à la préfecture, et puis ensuite emmenés dans des camions
emmenés ou cela dans des camps dits de représailles. Ceci, le gouvernement hitlérien ne peut pas le démentir. Ce sont les consuls américains qui l'ont écrit dans leur rapport. Nous sommes contre l'Allemagne de Hitler, nous sommes pour l'Allemagne d'Albert Einstein. Un an plus tard, Bernard Lecache écrit « L'antisémitisme n'est plus seulement allemand, roumain, européen, il est français. Il circule dans les veines du pays, il empoisonne déjà les villes, il ne se discute plus dans les clubs, mais dans la rue. » On arrive enfin, fini le voyage. Un vieux copain vient vous sauter au cou. Il a l'air heureux, on l'est davantage, car en sortant tout vous en fiche un coup. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chien méchant, ça sent si bon la France. À chaque gare, un murmure, en passant vous saisit. Paris direct en voiture, oh, ça sent bon le pays. Quel pays? Mais ça sent bon notre pays, mais oui. C'est un régime abject. Pour moi, c'était l'abjection. Pourtant, j'étais garçon de 13 ans. Et c'est partout l'espèce d'idolâtrie maréchaliste, partout les portraits du maréchal, constamment aux actualités, espèce de vieillard avec sa voix chevrotante, et quand même une immensité, une ferveur populaire, et une espèce de comment vous dire, le côté caricatural. Première étape, Narbonne. Narbonne puissante, riche de son passé batailleur et glorieux, et où le maréchal n'était jamais venu. Narbonne enthousiaste, heureuse, émue. Et bientôt Carcassonne. Carcassonne qui depuis 3 jours se préparait à recevoir dignement l'éminent visiteur. C'était dérisoire, minable. C'était des défilés de soldats dont on se demandait à quoi ils servaient. Vous comprenez, partout, les hommes de la Légion des anciens combattants, les bérets, les décorations, les « moi j'ai fait la guerre ». Non, affreux. J'ai chanté avec les autres, Maréchal, nous voilà. Je dois dire la vérité que, comme l'esprit de fronde est prompte chez les ados, c'était un singulier Maréchal, nous voilà. Et que mes copains de classe et moi, on attaquait fortement sur le Maréchal, nous voilà. Je pourrais continuer, mais se mêlait bien vite à cela des propos d'une obscénité dont seuls les garçons de 13 ans sont capables. Et que les professeurs devinaient, parce qu'ils voyaient bien que l'élève ne connaissait pas. Il y avait toujours quelques volontaires qui, eux, y allaient, mais les autres chantaient tout à fait autre chose que le texte officiel. Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. La jeunesse, notre jeunesse va créer les conditions d'une vie nouvelle. Elle va forger une civilisation nouvelle, aux larges horizons, débarrassée de tous les éléments destructeurs et asociaux. Faisons confiance au maréchal qui nous a montré la route et qui a accompli les premiers gestes libérateurs en édictant le statut des Juifs. Debout l'Europe! Français, présent! Avec le régime de Vichy, les antisémites vont connaître leur heure de gloire. Dès octobre 1940, avant même que l'occupant nazi ne l'ait demandé, une législation raciale permet d'exclure les juifs de toute la fonction publique, de la presse, de la radio, de la médecine, de la vie économique. Vichy abroge le décret Crémieux qui avait émancipé les juifs d'Algérie en 1870. Ils ne sont plus français.
Bientôt, les biens des Juifs sont saisis, théâtres, cinéma, piscines, jardins publics, restaurants deviennent inaccessibles. Français ou étrangers, ils doivent se faire recenser. On bloque les coffres et on coffre les blocs. Il semble que le peuple élu soit en ballottage, écrit Tristan Bernard avant son arrestation. Et évidemment, on a tout de suite sur nos papiers des tampons juifs. Sur toutes les cartes d'alimentation, cartes d'identité, la mairie nous met tout de suite les tampons juifs. Parce que c'est comme ça. J'ai vu mon père revenir du commissariat où il avait cherché à s'immatriculer, immatriculer la famille. Et c'est là où j'ai décelé ce que ça signifiait pour lui. Aller au commissariat, faire la queue et se déclarer comme juif. Mais il a été dépouillé de tout. Il a fallu nommer un administrateur. Son affaire ne lui appartenait plus. L'air se raréfie. Nouvelle ordonnance en 1942. C'est l'occupant nazi qui cette fois contraint les Juifs vivant en France au port de l'étoile jaune. Cette étoile révèle souvent l'existence juive aux yeux des autres et entraîne ici et là des mouvements de compassion et de solidarité. Vichy obtient que la mesure ne frappe que les Juifs de la zone occupée. Dès l'âge de 6 ans, les voici marqués, désignés, séparés du reste de la population. Ce dont je me souviens, c'est que je disais, puisque moi je ne portais pas l'étoile, j'avais moins de 6 ans, je disais, mon père est juif, ma mère est juive, mon frère est juif, et moi je suis français. Pour moi, le phénomène du statut des Juifs, c'était la revanche de ceux qui avaient été battus au moment de l'affaire Dreyfus. C'était très clair, et à mon avis, il est difficile de l'analyser autrement. C'était des hommes qui avaient vécu l'affaire Dreyfus, qui étaient à droite au moment de l'affaire Dreyfus, qui avaient perdu à cette époque-là et qui se sont vengés. C'est un acte purement français. Ça n'avait rien à voir avec les Allemands. C'était la vengeance, c'était la réponse à l'affaire Dreyfus. C'est la revanche des vaincus, les vaincus du mouvement de l'histoire, ceux qui n'ont jamais supporté la fondation d'une France républicaine. Divine surprise que Vichy, s'écrie Charles Maurras, éditorialiste de l'Action française. Le maréchal comble ses vœux, ses idées sont au pouvoir. Anti-Dreyfusard, Maurras incarne cette continuité, haine de la démocratie, de la franc-maçonnerie, des métèques et de la juiverie. Le journaliste d'extrême droite Philippe Henriot, membre de la milice, secrétaire d'État à l'information et à la propagande en 1944, mène campagne avec véhémence sur les ondes de Radio Vichy contre le général de Gaulle, qu'il accuse d'être une marionnette au service des intérêts juifs. Réfugié à Londres, le chansonnier Pierre Dac, né André Isaac, juif d'origine alsacienne et dans la mire de Philippe Henriot. Le juif Dac, s'attendrissant sur la France, c'est d'une si énorme cocasserie qu'on voit bien qu'il ne l'a pas fait exprès. Qu'est-ce qu'Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France? Au micro de Radio Londres, Pierre Dac lui répond « Eh bien, monsieur Henriot, sans vouloir engager de vaines polémiques, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Des campagnes napoléoniennes, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et, à la 6e rangée, arrêtez-vous devant la 10e tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription.
mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez. Si Pierre Dac est à Londres aux côtés du général, des Juifs s'engagent aussi dans le maquis et la résistance intérieure. Parmi les plus héroïques, les Juifs étrangers de la main-d'œuvre immigrée, qui combattent dans les FTP. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Bennet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais, encore un juif polonais. Moi, je fais partie d'une famille de grands résistants. Dans ma famille, mon frère était dans les forces françaises libres, ma sœur était dans les maquis, mes oncles, j'ai un oncle qui a assassiné un Allemand rue des Saussets pour ne pas parler et qui s'est jeté par la fenêtre ensuite et qui est mort évidemment rue des Saussets. Mon père était mêlé aussi à des gens qui étaient dans la résistance, donc je suis d'une famille honorablement française de ce point de vue-là. Si elle était toute comme ça, ce serait pas si mal. Juillet 1906. Après 12 années de batailles juridiques et de joutes politiques, de controverses et de retournements, 12 années d'injustice et d'humiliation, le capitaine Dreyfus était définitivement réintégré dans l'armée de la République française. Un ultime jugement de la Cour de cassation rendait à Alfred Dreyfus son honneur. L'affaire avait déchaîné les passions et la haine antisémite, mais elle se concluait par la défaite des anti-Dreyfusards, par la victoire de la République. Heureux comme Dieu en France, disait alors un proverbe yiddish. Als ich bin in Schule gegangen, pflege singen auf Hakol, liebe jiddische Gesangen, alte Lieder von Amol. Frankreich meine, Land von Kinderjahren feine, durchgelebt und Sorg und eines, eingewiegt mit deiner Musik. Städtelteiers, stille Blechgärtner Scheiers, Kinder von mein Dorf ist Eiers, und wie meins geben dort Glück. Hab dich lieb, ja, und noch schenk ich dir mein Lied da. Hab dich lieb, ja, bis mein letzten Augenblick. Frankreich meine, Land von Kinder, ja und Feine,
durchgelebt und Sorg und eines, eingewickt mit deiner Musik. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Dans la joie ou la douleur. Un capitaine insulté, humilié, bafoué, emprisonné et finalement honoré de longues années après. Israélites et Français depuis 1791, les Juifs retrouvent la confiance et l'espérance. D'autres Juifs, venus de Pologne, de Roumanie, de Turquie, de Hongrie ou de Russie, combattant dans la Grande Guerre et criant « Vive la France » en yiddish, puis en français. Paris était leur Jérusalem, la Seine leur Jourdain, la France une nouvelle terre promise. La joie. Mais la France promise les trahit, dans la douleur et dans la honte, dans la peur. Chemise brune, étoile jaune, année noire, affiche rouge. On bloque les coffres et on coffre les blocs, écrit Tristan Bernard. L'air se raréfie. Il faut se rendre compte de l'effroyable danger qui menace la civilisation. Richard Wagner a dit « Le juif est le démon plastique de la déchéance de l'humanité ». Comment ne point se souvenir de ces paroles en regardant ces visages où s'inscrit une cruelle bouffonnerie. Comparons le juif à un rat. Il est inutile de rappeler que partout où paraissent les rats, ils portent avec eux la destruction, anéantissent les biens et les vivres, propagent d'effroyables maladies. Ils sont rusés, lâches, cruels, et ils surgissent le plus souvent en masses énormes. À la radio, vous entendiez les Juifs sont les rats de l'humanité. Les Juifs, c'était moi. Les Juifs, c'était mes parents. Nous étions les rats de l'humanité. Nous étions les auteurs de tous les malheurs du pays. Nous étions les auteurs de tous les malheurs du monde. Nous étions les profiteurs, les exploitants, les sensus, les marchés noirs. Enfin, toute l'ignominie de la propagande antisémite qui est aujourd'hui intéressante à lire, quand vous l'entendez, vous avez 11-12 ans, vous l'apercevez au premier degré. Et c'est vrai qu'avec mon frère, en dépit de la direction absolue de ma mère, nous avons été voir l'exposition au Palais Berlitz. C'était avant l'Étoile, donc nous sommes allés, j'avais 13 ans, et je suis forcé de dire que ça nous a apparu grotesque. À Paris vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France ». Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité ce remarquable ensemble où les documents, les photographies réalisent une démonstration flagrante du péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Statistiques, graphiques, tableaux hallucinants se succèdent. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de ses traditions d'hospitalité, s'était enjuivée surtout depuis 1936. Sur 100 Français de vieille souche française, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même du juif. Celui-ci est issu de métissage accompli il y a déjà plusieurs millénaires entre des Aryens, des Mongols et des nègres. Le juif a donc un visage, un corps, des attitudes, des gestes qui lui sont propres. Non, c'est une époque sauvage, terrible pour des enfants. Des jeunes adolescents terribles. Là, vous devenez adulte très, très vite. Très, très vite. En voilà par exemple qui ont déjà pris des habitudes un peu plus mondaines. Leur père vivait encore au ghetto, mais eux ne l'ont peut-être pas connu. Ici, dans la 2e et la 3e génération, l'assimilation est presque parfaite. Ressembler au peuple qui les héberge, tel est le mot d'ordre. Même ceux que l'on appelle les vieux aristocrates israélites, qui, par des alliances avec une noblesse en dégénérescence, appartiennent depuis des générations au milieu dit de haute société, sont restés des corps étrangers et doivent être considérés comme tels.
On ne distingue plus les Juifs. L'ennemi est parmi nous. Comment on sait? Il faut commencer à lui mesurer le crâne, à faire toutes sortes d'opérations compliquées. Il est habillé comme nous, il se comporte comme nous, il sèche nos manières, il passe dans l'université. Ça, c'est terrible. Gencive bombée. Léger prognatisme. Narines arquées. Espace nasolabial normal. Cloison très abaissée. Lèvres inférieures charnues. Manifestation de prognatisme osseux comme une race non européenne. Front étroit. Implantation des cheveux basse. Cheveux épais, gras, luisants. Oreille normale, sans soudure de lobe. Axe oblique. Paupières supérieures légèrement tombantes. Teint basané. Expression générale du faciès plus ou moins judaïque. Mimique non judaïque au cours de l'examen. Mon père n'était plus lui-même. C'est terrible à voir. Il tournait en rond. Il n'était plus lui-même. Partir, oui, comment, déjà, les 42, comment faire, essayer. Il nous avait amenés pendant l'été au bord de la Clément. Je le voyais toujours regarder l'horizon, la Suisse de l'autre côté. Mais plus d'issue déjà, plus d'issue. Et il a été arrêté dans la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon le 9 février 1943. Comme les nazis ont quelques difficultés à remplir leur train de déportation, on assiste à des choses terrifiantes qui sont le vidage de l'hospice de vieillards Rothschild pour déporter de grands vieillards, la déportation des enfants, enfin toutes ces choses-là, à partir de Drancy. Les flics rentrent chez mes grands-parents, ma grand-mère est au lit, elle a une colique quand elle les voit, donc ils décident de ne pas la prendre, parce qu'il y a quand même le respect de l'uniforme et ils prennent l'aveugle, mon grand-père. Et comme il descend pas assez vite et que c'est un jour où ils ont beaucoup de boulot, ils le portent dans l'escalier jusqu'à l'autobus. Mon grand-père est parti dans un mois avant mon père, tout en ayant été ensemble à Drancy pendant un certain temps. Mais je dois prévenir mon mari, monsieur l'inspecteur. Allez, les enfants, suivez. Comment peut-on s'imaginer une chose pareille? Posez les valises. Rien, ça nous préparait Avancez. sans rien. Posez vos valises sur la plateforme. De prendre les valises, de partir. Et j'oubliais même de fermer. Posez vos valises. Parle encore le gaz, qui c'est qui... Vous bousculez pas. Terminez-le, là, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis ancien combattant, moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je fais la guerre de 14, la vraie, il n'était pas encore né. Vous expliquez au commissariat, je vous le promets. Allez, montez. Dès le mois de mai 1941, les Allemands procédaient à l'arrestation de milliers de Juifs étrangers, avec le concours de la police française. Mais les déportations massives ont lieu en 1942. À Paris, la besogne est confiée à la police municipale. Les 16 et 17 juillet, plus de 13 000 Juifs sont entassés au Vélodrome d'hiver, puis envoyés dans les camps de Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Drancy. Sie sind bitte du begal liegt auf Stein na Stall ai Die Regierung hat nicht lang getracht, es hat geschickt Konvokation, Zähne bei der Nacht,
So hat ins geworfen vor der Nacht von Kälte und zum Morgen wenn sich zugestellt. Ai, 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 ai. Est-ce qu'ils étaient suffisamment éclairés pour prévoir le pire? Alors, il y a une histoire très simple, c'est les optimistes et les pessimistes. Voilà. Les pessimistes sont à New York et les optimistes sont à Drancy. Voilà. Donc, être pessimiste, c'est extrêmement difficile et il faut avoir les moyens de l'être. Je me demande s'il n'y a pas parfois une espèce de cécité volontaire en face de certains périls. Et qui d'ailleurs fait, cette cécité, qu'on n'est pas capable d'appréhender, d'apprécier exactement le moment où ça bascule et où ça devient vraiment dangereux. Moi, je me souviens avoir dit à mon père, là où on ira, ce sera très dur, mais peut-être qu'on se verra le dimanche quand même. Mais mon père m'avait dit, là où on va, toi, tu reviendras peut-être, mais moi, je ne reviendrai pas. On ne sait pas où on va, alors on dit on va à Pichipoy. Et Pichipoy, ça veut dire le lieu d'où on vient, le lieu dont on rêve, l'autre lieu qu'on ne connaît pas, le là-bas, voilà. Et donc, on ne sait pas où on va, mais je pense que dès qu'on est arrivé, mon père, il a compris sans doute où on allait, quoi, qu'on était en Pologne. On était retourné, c'était retour à l'envoyeur. À partir de 1942, Vichy devient complice à part entière de la solution finale. Longtemps pourtant, les casques allemands ont occulté les képis français. Klarsfeld a montré que pendant très longtemps, on nous a abreuvé de photos du camp de Pithiviers dont on avait soigneusement caché, occulté les gendarmes français. En 1956, le gouvernement, par la voix de son secrétaire d'État à l'information, exige du réalisateur Alain Resnais qu'il maquille un plan de son film Nuit et brouillard où apparaît un uniforme français. Effectivement, on avait souvent l'impression que c'était la Gestapo, les Allemands. C'était les Allemands. Voilà, il y a même un type qui a fait un film dans l'immédiate après-guerre où on voit des Allemands, des bottes, monter des marches et arrêter des gens. Je lui ai dit, mais c'était pas des Allemands. Ah oui, des années après, hein, 35 ans après. Ah oui, mais dans nos têtes, c'était des Allemands. Pourquoi est-ce que c'est la police française qui a arrêté les Juifs? Parce que les autorités de Vichy l'ont exigé. Parce qu'il était intolérable pour les autorités de Vichy que ce soit les Allemands qui aillent en France arrêter des gens qui vivaient en France. Que c'était à la police française d'arrêter ceux qu'il fallait arrêter. Prendre au nom de l'autorité de la France, prendre la responsabilité d'arrêter des gens pour les remettre tout de suite aux Allemands, c'est une chose impensable, mais qui a été pensée. Monsieur Bousquet l'a pensé, et l'a exigé, et l'a négocié. En juillet 1942, le chef du gouvernement Pierre Laval propose aux autorités allemandes que les enfants juifs de moins de 16 ans soient également raflés. Les nazis pourront remercier le régime de Vichy, et notamment le secrétaire général de la police, René Bousquet, qui a su prêter une aide précieuse à l'occupant. Sans le secours de la police et de l'administration française, les moyens logistiques des Allemands pour procéder aux rafles auraient été insuffisants.
Il y a un affrontement entre la France que l'on aime, la France républicaine, celle qui nous a apporté tant, et puis une autre France, mais qui est aussi la France, celle de la trahison, celle de l'affaire Dreyfus, celle de Vichy. On ne peut pas dire que Vichy est une simple parenthèse, on ne peut pas dire que non, c'est un accident de l'histoire, c'est là, c'est comme une tâche. Je crois que la meilleure façon finalement de lutter efficacement, c'est d'assumer son passé. Assumer le passé. Le film de Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié, interdit à la télévision jusqu'en 81, sort au cinéma en 1971 et brise l'image fabriquée au lendemain de la guerre selon laquelle la quasi-totalité des Français étaient du côté de la résistance, tandis que seule une petite poignée de traîtres avait versé dans la collaboration et le soutien à Pétain. Dès l'automne 40, Vichy se hâte de publier les décrets juifs. Dans les petites annonces du Moniteur, un commerçant de Clermont avertit son aimable clientèle qu'il est français de vieille souche. Monsieur, c'est vous Marius? C'est moi Marius, monsieur, oui. Il y avait beaucoup de magasins juifs ici, dans cette rue, je crois. Oui. Alors vous avez dû voir pas mal de choses. Eh bien, c'est-à-dire, oui, ils sont partis, hein, n'est-ce pas? Ils se sont exilés. Ils sont exilés, mais il n'y a pas eu d'arrestation. Aussi, un peu partout. Oui, vous les avez vus? Hélas, oui. Oui. Dites-moi, au moment de la parution ce qu'on appelle les décrets juifs, il paraît que vous avez fait paraître une annonce à ce moment-là. C'est une annonce dans le Moniteur. Ah ben vous êtes bien renseigné, monsieur. Oui, oui. C'est exact. Oui. Figurez-vous, monsieur, nous étions 4 frères. C'est la réponse que j'ai faite parce qu'il me disait juif. J'ai mon nom qui est à consonance juif puisque je m'appelle Klein. Oui. Je suis mais je suis catholique quand même. Oui. Alors j'ai eu des inquiétudes, on m'a inquiété à ce sujet. Oui. Alors j'ai répondu, ayant eu 4 frères mobilisés, oui. Et ma foi j'étais français. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez tenu vis-à-vis de votre clientèle, à ce moment-là, à dire que vous n'étiez pas juif. C'est exact. Oui. Mais pour quel motif? Parce qu'il s'avait paru que j'étais juif et puis qu'on arrêtait les juifs et puis qu'on était tous contre les juifs. Oui. Comprenez-vous? Mais j'ai dit, il n'y a pas de raison, je ne peux pas m'intituler juif du fait que je suis catholique. C'est ça. Comprenez-vous? Et alors c'est là que j'ai fait, comme vous dites si bien, j'ai fait paraître une annonce, ayant eu 4 frères en guerre, comprenez-vous, dont un a été tué, et les 3 autres prisonniers. Donc oui, mais enfin, il y a des tas de juifs qui ont eu aussi des frères tués pendant la guerre de 14. Exact. Écoutez, je n'ai jamais fait de racisme. Oui. Alors qu'il soit juif, qu'il soit mahométan, je voyais qu'une chose, celui qui faisait son devoir, je le considérais comme français, comme moi, comme les autres. C'est ça. Comprenez-vous? La lettre de dénonciation de mon oncle, elle avait été faite par une femme qui était domestique dans l'immeuble, à l'étage au-dessus de notre appartement, et qui a été arrêtée et jugée. Ma mère est allée au procès. Et elle a posé la question. Elle lui a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il était gentil, mon frère. Il n'était pas gentil. Ah, si, c'est un homme très gentil. Mais pourquoi vous avez fait ça? Elle dit, mais parce que j'ai eu la moitié des meubles. Vous comprenez? Il y a toute la bassesse et puis aussi tout le courage. Les habitants du Chambon-sur-Lignon comptent parmi ces milliers de Français qui sauvèrent tant de Juifs dans ces années noires. Bravant tous les périls, résistant à la peur des délateurs, ces justes ont fait le choix du courage et de l'entraide. D'autres, ailleurs, ignorant même qu'ils cachaient des enfants juifs, deviendront des héros malgré eux. Qu'est-ce qu'ils font encore, Pépé? Raconte. Eh ben, tous les vendredis soirs jusqu'au samedi, ils font leur sabbat. Qu'est-ce que c'est? Le sabbat, c'est une espèce de fête. Mais, ils éteignent l'électricité, ils allument des bougies, ils bouffent avec le chapeau sur la tête. C'est comme si je mangeais avec le chapeau sur la tête, moi. Mais tu gardes bien ton béret? Je garde mon béret, c'est pas un chapeau. Et puis tiens-toi bien, alors, le samedi, ils ferment boutique. Plus question pour eux d'aller faire des affaires. Je m'en sois tranquille. Ils reprennent les affaires le lundi, et puis te le font payer cher, leur sabbat. Alors ça. Jésus, il était juif?
à ce qui paraît. Alors Dieu aussi, les Juifs? Mais non. Mais si, mais elle m'a dit que Jésus c'était le Fils de Dieu. Alors si Jésus est juif, son père aussi? Mais t'écoutes tout ce que va te raconter Mémé, t'as pas fini. Non. À toi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Juifs, Pépé? À moi, rien. Ben, il manquait plus que ça. Le plus beau mot que je connaisse sur cette histoire de la société française et les Juifs, c'est celui de Nordman. Il disait, tu sais, entre les Juifs et la France, c'est une histoire d'amour qui a mal tourné. C'est le plus beau mot que je connaisse sur l'occupation. C'est une histoire d'amour qui a mal tourné. C'est terrible. Alors ça a tué des gens, voilà, beaucoup. Mais c'est une tragédie, pas que pour les Juifs. C'est une tragédie de l'humanité. C'est l'être humain qui est mis en doute là-dedans. C'est pas le fait, c'est que des êtres humains puissent devenir aussi stupides, Alors, ceux qui étaient cupides, qui faisaient ça pour voler ou pour s'enrichir, au moins ils avaient une vision du monde. Mais les autres qui gobaient ça, c'est une tragédie. Voilà, ce qui est arrivé, ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, c'est arrivé aux êtres humains, à l'humanité. Il me revient en mémoire, il me revient une histoire, il me revient des images, un village, mon village, il me revient en mémoire, je sais pas, comme un songe, cette histoire, et voilà qu'au loin s'avance mon enfance, c'était, je crois, un dimanche, c'était, je crois, en novembre, qu'importe, mais je revois l'usine, oui, l'usine, ça dessine. Été 1944, Paris retrouve ses couleurs. Dans la France libérée, mais restée en proie à toutes les pénuries, à toutes les privations, au milieu des décombres, les survivants reprennent vie, dans l'espérance et dans le deuil. Moi, je me souviens, le retour à Paris, c'est la première banane que je vais manger. Et je demande à mon frère comment on fait. Il ouvre la banane et il m'en bouffe la moitié. Donc voilà, toujours la spoliation et ce que je sais des enfants de déportés, c'est que ça n'était pas la liesse, quoi. C'était qu'on était partagés. Et on continuait à vivre du côté des familles juives, avec, pour celles et ceux, ils étaient très nombreux, qui avaient des déportés dans leur famille, avec cette obsession du retour. On ne savait pas l'existence de la Shoah. Paris est libéré, mais la guerre mondiale se poursuit. 1944-1945, presque une année s'écoule entre la libération de Paris et le retour des déportés. Dans les journaux, peu d'informations sur le sort des Juifs. J'étais convaincu que mon père reviendrait. Et autour de moi, les Juifs attendaient le retour des leurs. Même si ils avaient des doutes et des angoisses et des tortures morales la nuit, ça j'en suis sûr, pour ma mère j'en étais convaincu, mais il demeurait cette conviction, parce que naturelle d'ailleurs chez les jeunes gens, que bon, on reverrait les nôtres. Et j'ai compris que ça n'était pas possible quand j'ai découvert en avril 1945, à ce moment-là, aux actualités, les photographies, les films pris à l'ouverture des camps par les Américains, les Anglais, c'est Buchenwald, c'est Bergen-Belsen.
Et je me rappelle très bien, avec mon frère, nous sommes dit, mais notre père n'était pas un athlète, c'était un homme plutôt fragile, donc c'est pas possible qu'il ait survécu à ça. Il ne faut pas que maman voie ces films. Alors, évidemment, elle les avait vus. Et ça a été très long, c'est indicible. Il y a une absence de résignation à la disparition. Quelle justice il y aura pour les chambres de moribonds dont le seul avenir était la fosse commune? Quelle justice il y aura pour le crime des camps de la mort? Pour cette danse macabre des juifs et des déportés politiques qu'un jour on a jetés dans cet enfer, pour qu'ils y meurent. Et cependant, ils ne sont pas tous morts. Peut-être seulement pour que la voix de l'enfer puisse être entendue. Ici, les squelettes parlent avec leurs plaies et leurs vermines. Des hommes ont fait cela. Un peuple a permis cela. Une civilisation nationale a voulu cela. Et pour cela aussi, il faudra qu'il y ait une justice. 6 millions de Juifs ont été exterminés pendant la Shoah. La quasi-totalité des Juifs de Pologne, de Yougoslavie, de Lituanie ou de Grèce. Un quart des Juifs de France ont péri dans les camps de la mort. Des 76 000 déportés, seuls 2 500 survivront. Moi, je suis revenu en juillet-août 1945 par l'hôtel Lutetia. Il y avait encore des gens devant la porte, des centaines de gens qui montraient des photos avec des gens dessus, des enfants qui demandaient « Vous n'avez pas rencontré un tel, une telle ?» Elle était là avec 5 enfants et nous, on était exactement comme les vieux Zeffling, comme les anciens déportés qui nous recevaient. Vous voyez, quand on arrivait à Birkenau et qui nous en voulaient forcément de n'arriver que maintenant. Vous voyez. Et nous, on disait « Ah non, ils sont tous morts. Combien vous dites ? Votre mère et 5 enfants. Oh, non, ils sont tous morts. Il n'y a personne. Non. Il n'y a pas d'enfants qui reviendront. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants qui reviendront. » C'est tout ce qu'on disait. On arrivait comme ça, complètement sauvage. Moi, j'étais devenue une enfant sauvage. Quand j'ai eu ma mère au téléphone, je lui ai dit que je ne veux pas rentrer. Non, est-ce que mon père est là ? J'ai compris qu'il n'était pas rentré, donc qu'il ne rentrerait plus. C'était tard. Alors, j'ai dit non, je ne veux pas rentrer, mais on ne pouvait pas me garder à l'hôtel Lutetia. J'étais encore une petite fille, j'étais une gamine. J'étais partie si gamine. Un jour, on me présente une petite fille qui m'embrasse. On te voit partir en vacances dans une colo. Et puis après, l'une des monitrices vient et me dit que c'est une petite fille qui a été déportée. Alors elle avait peut-être 2-3 ans de plus que moi. Et elle m'avait embrassé, j'étais terrorisé. Comme si ça s'attrapait. Voilà, comme si... C'est une sorte de peur. Je me souviens de la peur que j'avais de la déportation, du mot. Donc, il y avait quelque chose qui s'était glissé en moi. Nous étions durs comme de la pierre. Voilà ce que nous étions. Il fallait retrouver l'humanité. Quand je t'ai vu, tu m'as dit, et maman, et Michel. Tu m'as appelée ta petite fille. J'étais presque heureuse d'être déportée avec toi, tellement je t'aimais. Papa, comme je voudrais t'avoir maintenant. Je suis revenue, j'étais dure. J'ai vu tout le monde sur le quai de la gare, maman, tout le monde. On m'embrassait, j'avais un cœur de pierre. C'est Michel qui m'a émue. J'ai dit, tu ne me reconnais pas? Il m'a dit, si, je crois que tu es Marceline.
pas. Mon oncle reviendra par Marseille et là, quand ils descendront du bateau et qu'ils raconteront, on voulait juste les interner dans un hôpital psychiatrique. Personne ne voulait les croire. C'est pour ça qu'il me dit, au train comme ça, après m'avoir embrassé et pris dans ses bras, ne dis rien, ils comprennent rien. Bon. Et vous avez essayé de parler? Ben, bien sûr. Bien sûr. Mais j'ai surtout parlé à ma petite sœur. Elle avait 12 ans. Le problème, c'est pas simplement la parole, c'est quelle parole, qui peut être entendu, à quel moment. On ne les a pas laissés parler. On n'a pas voulu de cette parole, y compris parfois dans les familles. Moi, j'avais appris à écrire, quand j'ai su écrire, profession du père décédé. Hein? Puis voilà, c'est tout. Ça passait comme ça. Et à qui en parler? Ils courent, ils se bousculent, et l'ardeur du soleil, la sève du printemps, l'ivresse des jeux et des cris, les captive tout entiers par cette joie de vivre. Mais dans la course la plus folle, soudain quelque chose s'arrête. L'un d'eux cherche une solitude inusitée. Le ballon l'a entraîné plus loin que le réel. L'enfant se souvient du passé. Ils habitent une des maisons de Lauzé, œuvre de secours aux enfants. Peuvent-ils être comme les autres, ces enfants qui ont vu partir leur père et leur mère et dessinent 100 fois cette scène d'horreur? Ces enfants qui n'ont gardé de la tendresse maternelle surgie de la cendre des morts qu'un vestige dérisoire. Comment rendre à cette enfance frustrée la magie de l'enfance heureuse, propice à tous les songes? Il reste un long travail pour conduire au seuil de la vie ces adolescents qu'un monde coupable a blessés trop tôt. Puissent-ils devenir un jour des hommes comme les autres? On n'avait personne. Il n'y avait personne avec qui parler de nos traumatismes. Après, il fallait gagner de l'argent, avoir un peu de chance dans la vie, et puis pouvoir se payer une analyse à la quarantaine. Hein. Pourquoi les gens en ont marre? Ils disent oui, il y en a marre, on en parle tout le temps, des juifs, ils nous emmerdent, tout ça. Bon. Même s'ils ne sont pas antisémites, hein, ils le pensent. Hein. Moi, je sais pourquoi. Parce que la France n'a pas fait le travail qu'elle devait faire après la guerre. Le bruit qu'on reproche aujourd'hui aux Juifs de faire, c'est l'écho du silence dans lequel le drame s'est passé. Dans l'après-guerre, on ne distingue pas ce qui a été la destruction des Juifs, et notamment le fait que eux seuls, avec les tziganes, ont été gazés en quelque sorte en famille. Et c'est la figure du déporté résistant, Marie-Claude Vaillant-Couturier témoignant au procès de Nuremberg, par exemple, qui triomphe par rapport aux déportés juifs. Des déportés pour faits de résistance, la moitié sont revenus des camps. Des déportés juifs, les déportés raciaux comme on les appelait alors, seulement 3%. Mais gaullistes et communistes, qui dominent dans l'après-guerre, veulent effacer la particularité du génocide des Juifs. Pour la patrie française, il ne doit y avoir, et il n'y a eu selon la loi, qu'une seule et même déportation, dont le symbole n'était pas alors le camp d'extermination d'Auschwitz, mais les camps de concentration de Dachau ou Buchenwald. On va effectivement parler de la souffrance des Juifs, mais comme la souffrance des autres. Les Juifs, ils sont pour une bonne part. Hein. Cette volonté à nouveau de ne pas dépareiller, de ne pas montrer que sa souffrance est particulière. On fait partie, et puis cette volonté aussi de ne pas faire partie des victimes. Donc ce sont des années où on donne des prénoms aux enfants qui sont des prénoms français. Des années aussi où il y a un certain nombre de mariages mixtes. Et des Juifs qui ont décidé de changer de nom, de ne plus apparaître comme voyants, de ne plus donner d'instructions religieuses à leurs enfants, de ne pas les circoncire, parce que ça avait été aussi un moyen de découvrir qui était juif pendant la guerre. Donc, effectivement, de tracer un trait
sur leur appartenance juive. Ça pouvait se reproduire, donc c'était pas il fallait prendre ces dispositions d'ores et déjà pour être lisse si ça revenait. Être juif, c'est pas terrible. C'est-à-dire, ça n'apporte que des malheurs. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une fierté d'être juif. Je crois qu'il y a de la crainte. Après la guerre, l'écrivain Vladimir Rabinovitch écrit « Non, jamais plus nous ne serons comme les autres. Nous ne pouvons oublier. Nous n'oublierons jamais. Nous avons été la balayure du monde. Contre nous, chacun avait licence. Et c'est cela, mes amis, qui nous sépare de vous dans la liberté retrouvée, comme nous avons été séparés de vous sous l'occupation. Nous sommes désormais des séparés. Et nous sommes aussi les martyrs, c'est-à-dire les témoins de l'abjection humaine. » Comment vivre dans un pays où la police de ce pays a arrêté vos parents? Alors, où vous vivez dans une sorte de haine de ce pays lui-même. Moi, j'avais une sorte de haine des institutions. Voilà, c'est-à-dire que si j'entrais effectivement chez les flics, en général, j'ai une voix très forte et ils s'en souvenaient, quoi. Voilà, il y avait une sorte d'inconscience chez moi. Il fallait que j'affronte, quoi. Il fallait que... mais c'était pareil à la poste. Où un jour j'ai été faire des papiers à la préfecture, un passeport, et la dame m'a demandé une question, paraît-il, qu'on pose tout le temps: comment êtes-vous français? Et je lui ai dit comme vous, par hasard. Et elle a appelé les gardes, quoi. Ils m'ont jeté dehors de la préfecture. Je l'avais insulté. Je n'aurais pas mes papiers, m'avait-elle dit. C'est vrai que pendant très longtemps, j'étais très, très agressif avec ce qui représentait une forme d'autorité légale. Des 11 600 juifs alsaciens en 1940, 1701 ont péri en déportation. Ce vieil homme de 83 ans appartient à la seule famille juive qui demeure encore à Buxwiller. Seulement ce vieil homme a refusé que sa synagogue meure. Dans ce bâtiment saccagé, profané, il a choisi une pièce. De ses mains, il a effacé les inscriptions injurieuses et colmaté les brèches. Depuis, chaque jour, seul, il y vient prier. À la mort du vieil homme, la synagogue sera vendue et pour la première fois depuis le Moyen-Âge, il n'y aura plus de juifs à Buxwiller. L'urgence était de reconstruire. Bon. Et ça, je pense que c'est une partie de notre histoire, puisque le fait est que notre histoire est parsemée de bons moments, de moments terribles, et puis de la résurrection, de la libération, de la reprise de la vie, et donc immédiatement ce besoin de reconstruire. Ça a toujours existé à travers toute l'histoire du judaïsme. À Montreuil-sous-Bois, la nouvelle maison de Loft qui réunit ses centres professionnels vient de s'ouvrir. Elle est inaugurée en présence de M. Jefferson Caffrey et de M. Léon Blum par M. Daniel Meyer. Ce dernier rend visite à tous les ateliers. Cette œuvre a pour but le développement du travail manuel parmi les jeunes juifs déracinés, victimes de la guerre et du nazisme. Pour cette génération de jeunes juifs français de l'après-guerre, il s'agit désormais de vivre, de revivre après la Shoah. Meurtris dans leur foi et dans leur être, beaucoup tenteront d'étouffer leurs cauchemars, de suspendre leur mémoire pour retrouver un chemin et un avenir. Quand j'étais pour la première fois à Auschwitz, l'époque où personne n'y allait, parce que c'était la Pologne communiste des années 50, j'étais pour la première fois, ça devait être en 56, au printemps 57, et là, à Birkenau, là où vous avez les blocs de béton, les dalles éclatées, c'est là où étaient les chambres à gaz et les crématoires, je suis resté très très longtemps, j'ai dit la prière des morts, comme il convient, et mon œil a été attiré, mon regard a été attiré par 3 marguerites qui avaient poussé entre les interstices
de ces dalles que les SS avaient fait sauter. Et je me suis penché, j'ai pris les 2 des marguerites, je fais la visite, j'ai mis dans mon portefeuille, et nous sommes rentrés à Varsovie, et j'ai écrit à ma mère ce soir-là, et je lui ai dit, tu vois, je t'envoie ça parce que pour moi, c'est l'évidence que la vie est plus forte que la mort. Et dorénavant, je vivrai comme ça. La vie est plus forte que la mort. Et à chaque fois que j'en ai l'occasion, je le rappelle aux jeunes juifs. Je dis, c'est ça, que la vie soit plus forte que la mort. D'ailleurs, dans la tradition juive, on dit toujours le Chaim, la vie. Et je dis, c'est ça le message qu'il faut conserver. À la santé de Madame Rosa, que Dieu vous fasse vivre 120 ans. Celui-là, faut pas m'en parler, hein. Il a qu'à rester là où il est. Mais pourquoi? Vous ne croyez pas en Dieu? Dieu, j'ai vu ce qu'il a fait à Auschwitz. Dieu, il a des yeux, il voit pas, il a des oreilles, il n'entend pas, il a une bouche et il parle pas. Alors il est trop tard pour qu'il vienne me demander pardon parce que ce qui est fait est fait. Il me fait plus peur. Alors à mon enterrement, je veux pas de Dieu, je veux pas de rabbin, je veux rien. On n'aura qu'à me mettre sous un arbre. Je serais bien. Il ne faut pas être prisonnier de la mémoire. Il faut avoir la mémoire. Pas oublier, mais ne pas vivre avec cette obsession, cette nuit en soi de la Shoah qui fut. Le Chaim, la vie, la vie. Au fond de la cour, quand le musicien qui venait de loin jouait les mêmes refrains. Vieux Salomon, c'était ton prénom, mais tu jouais si bien sur ton violon tes chansons. Le temps passait et le ciel si bleu, chaque jour sur nous s'assombrissait peu à peu. Et les chansons sur le violon de Salomon semblaient nous dire que l'amour allait mourir. Au fond de la cour, quand ils sont venus et l'ont emmené qu'il faisait froid dans nos cœurs. Vieux Salomon, c'est le seul prénom que l'on ait gardé de toi avec tes chansons. Mais aussi loin que tu sois parti dans la nuit des temps sur le chemin de l'oubli, où que tu sois, j'entends la voix de tes chansons sur ton violon, vieux Salomon, et je n'oublie pas. La 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 la, n'oublie pas. La 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 la, n'oublie pas. La 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 la, et je n'oublie pas. Après la guerre, au milieu des décombres, les survivants juifs reprennent vie dans l'espérance et dans le deuil. L'écrivain Vladimir Rabinovitch écrit « Non, jamais plus nous ne serons comme les autres, nous ne pouvons oublier, nous n'oublierons jamais. Nous avons été la balayure du monde. Contre nous, chacun avait licence. Et c'est cela, mes amis, qui nous sépare de vous dans la liberté retrouvée, comme nous avons été séparés de vous sous l'occupation. » Au début du siècle dernier, un vieux proverbe yiddish disait « Heureux comme Dieu en France ». Als ich bin in Schule gegangen, pflege singen auf Hakol, liebe jiddische Gesangen, alte Lieder von Amor. Frankreich meine, Land von Kinderjahren feine, durchgelebt und Sorg und Eines, eingewiegt mit deiner Musik. Städtelteiers, stille Blechgärtner Scheiers, Kinder von mein Dorf ist Eiers, und wie meins geben dort Glück. Hab dich lieb, ja, und noch schenk ich dir mein Lied da. Hab dich lieb, ja,
bis mein letzten Augenblick. Frankreich meine, Land von Kinder und Feine, durchgelebt und Sorg und eines, eingewickt mit deiner Musik. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Des Juifs d'Alsace, de Bordeaux, de Bayonne ou de Provence, israélites et français depuis 1791. D'autres Juifs venus de Pologne, de Roumanie, de Hongrie ou de Russie, combattant à leur côté dans la Grande Guerre et criant « Vive la France » en yiddish, puis en français. Paris était leur Jérusalem, la France une nouvelle terre promise. Mais la France promise les trahit dans la douleur et dans la honte, dans les rafles. Vichy livre les Juifs à leurs bourreaux nazis. La résistance et l'entraide aussi. Des Juifs et puis des justes. Le courage, l'attente. Mais la mort par millions. 1944. La France reprend ses couleurs, mais comment oublier? Les survivants tentent d'étouffer leurs cauchemars pour retrouver un chemin et un avenir. Et pour certains, une terre. Shalom Yisrael, אחרי 3 שנים. Shalom Yisrael, עכשיו אני מבין. To see the yam, לראות העם, השמש all day long. I realize it's paradise, Israel alone. Shalom חבר, Israeli everywhere. Shalom Chaver, there's nothing to compare. No more to roam, now that I'm home. Toda lahel, ani sameach, lashuf Israel. Shalom. La nouvelle de la création de l'État d'Israël en 1948 est accueillie avec bonheur par les Juifs du monde entier. Ce petit pays, grand comme la Bretagne, est une oasis, un refuge après la tourmente. Des hommes et des femmes que ne fédèrent ni leur parler, ni leurs coutumes, ni leurs opinions, se retrouvent autour d'un drapeau, d'une langue, d'une terre. Solidaires, quelques Juifs de France rejoindront les kibboutz du Negev. Ils seront peu nombreux. Israël est un pays frère, mais pour beaucoup un pays lointain, presque onirique. Moi, je me souviens de la première orange de Jaffa qui trônait sur la table de la salle à manger. Mon père revenait du marché et il nous a dit « Devinez ce que j'ai acheté. J'ai acheté des oranges de Jaffa. » Ah, c'était incroyable. Et ma grand-mère qui décide, elle, d'éplucher l'orange et de la partager. Il y en avait 2 ou 3, il n'y en avait pas beaucoup. Et elle nous avait demandé de nous asseoir autour de la table. Et elle avait épluché l'orange. Et elle disait, mais vous vous rendez compte, c'est une orange de Palestine. Parce que pour ma grand-mère, c'était la Palestine. Et nous, on se disait, ah oui, c'est extraordinaire, c'est une orange d'Israël. C'est-à-dire une orange qui était bien la preuve que, oui, la légende était en train de devenir l'histoire, une histoire vraie. Il faisait refleurir le désert, il y avait des oranges, il y avait des arbres. C'était magique. Shalom. Les rêves ont le parfum des fleurs d'oranger, mais la terre d'Israël n'est alors guère qu'une promesse. Il faudra encore attendre pour que les Juifs français se passionnent vraiment pour l'aventure sioniste. Dans la France des années 50, les esprits sont ailleurs. Il faut s'intégrer une seconde fois, retrouver la confiance éperdue de jadis dans la patrie des droits de l'homme, se fondre dans les 30 glorieuses, quitte à terre sa judéité.
C'est en France qu'il s'agit d'être heureux à nouveau. La France, de Dunkerque à Tamanrasset. Durant la première moitié du mois de juin, ils sont près de 100 000 à avoir abandonné l'Algérie. Si la patrie est bien la terre des pères alourdis du poids des tombes, alors les pieds noirs disaient adieu à leur véritable patrie. Celle où ils allaient, dans leur affolement ou leur désespoir, chercher refuge, mesurait-elle la profondeur de leur drame? Quel accueil trouveraient-ils en France? Pour les uns victimes, pour les autres responsables, n'étaient-ils pas d'éternels incompris? En 1962, au lendemain de la guerre d'Algérie, des centaines de milliers de rapatriés affluent vers la métropole. Parmi eux, 100 000 Juifs venus d'Oran, de Constantine ou d'Alger foulent une nouvelle terre. Moi, j'ai quitté l'Algérie à 19 ans avec 2 valises en 2 heures. Hein. C'est pas... Alors, on peut m'expliquer ce que c'est que le sens de l'histoire, mais moi, je peux vous expliquer ce que c'est que le sens d'un déracinement aussi. Ça a tellement impressionné ma rétine, presque, hein, qu'à chaque fois que je reviens à Marignane, j'ai un choc, toujours. Parce que je revois l'adolescent que j'étais, arrivant avec 2 valises. J'avais une valise pleine de linge et une valise pleine de livres. Les Juifs pieds noirs, comme on les appelle alors, ne sont pas les seuls à franchir la Méditerranée à l'aube des années 60. En 1956, Nasser expulse les Juifs d'Égypte, alors que la décolonisation provoque l'exode de nombreux autres Juifs venus des anciens protectorats français, la Tunisie et le Maroc. Si l'immense majorité des Juifs d'Algérie choisit le pays qui a fait d'eux des citoyens français, la moitié des Juifs tunisiens et plus de 80% des Juifs marocains émigrent en Israël au cours des années 50 et 60. Mais certains préféreront la France. C'était un atterrissage sans aucune préparation. J'allais en France. Et on avait été au lycée français, et on a appris Molière. Donc pour moi, Marrakech, la France, le lycée, c'était la même chose. J'imaginais, on m'avait dit qu'il faisait un peu froid. Voilà, donc j'imaginais que j'aurais un pull un peu plus chaud, et puis ça a été alors là, le choc des cultures. Pamiers. Je ne savais même pas que ça existait, Pamiers. Là, faute d'enseignement, je connaissais la préfecture qui était Foix, j'avais oublié la sous-préfecture et évêché qui était Pamiers. Bon, j'ai Pamiers, c'est où? Pamiers, on dit Ariège. Bon, Ariège. Donc là, il n'y a pas un juif dans l'Ariège, quoi. Je veux dire, c'est un truc de... Peut-être qu'avant les Cathares, il y en a eu, je sais pas. Puis moi, je n'arrivais pas là en tant que juif, j'arrivais en tant qu'oranais rapatrié, déjà. Je suis arrivée un dimanche à Strasbourg. J'étais ahurie, tout était fermé, tout. Je marchais. Et à la fin, je rencontre enfin une femme. Et je dis, madame, je cherche une boutique. Alors elle me regarde, indignée. Elle ne comprenait pas. Elle me dit, mais madame, c'est le jour du Seigneur, mademoiselle, vous ne comprenez pas? Alors je dis, alors? Elle me dit, mais comment et alors? C'est le jour du Seigneur. Tout est fermé, c'est normal. Oui, les portes fermées, le ciel gris, la rigueur, l'ordre, la ponctualité. Il a fallu apprendre tout ça. J'ai atterri chez mon oncle Raymond, qui habitait 20 boulevard de la Bastille, et nous étions 5 familles dans cet appartement. Et nous avons vécu 1 an comme ça. Et on allait pratiquement tous les soirs à la gare de Lyon accueillir les arrivants. Donc, si vous voulez, les premiers radeaux de sauvetage, on les a mis à la mer nous-mêmes. Bon, alors, un chef de famille et une personne au foyer. Là où vous allez remplir des papiers, vous allez dire ce que vous avez perdu. En ce moment, je suis dans la rue. Je vais à droite, à gauche, on me loge comme ça, monsieur. Je suis dans la mendicité de tout le monde. Heureusement, il y a des braves gens en France, il faut le reconnaître. Nous sommes partis sans un sou. Nous sommes hébergés chez nos enfants. Et j'ai laissé mon appartement au rang fermé. On me l'a occupé. Et je suis ici, depuis que je suis là, depuis le 19 janvier, j'ai encaissé 43 000 francs des rapatriés. C'est tout. Et vous souhaitez retourner en Algérie? Je voudrais de tout cœur. Demain, on voudrait retourner, monsieur. Comme disait le monsieur, ils sont très gentils. C'est très gentil. On nous reçoit très bien partout. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a tout laissé. Voilà. Et on aime on bien. a tout laissé. Moi, je pleure tous les jours, madame. Des coups de sirocco, il y en a eu de terribles.
Il y en a même dont les gens ne se sont pas remis. Hein. Il y a eu des suicides, et puis il y a eu des gens qui se sont laissés mourir. Là encore, je parle de ce que je sais. Moi, quand ma grand-mère maternelle, qui était habillée à l'algérienne, avec des gandourans en velours, quand elle est arrivée en France, elle était obligée de s'habiller en veuve, quoi. Et quand je l'ai vue arriver la première fois, c'était une apparition. C'était une apparition. Elle est morte 48 heures après, à côté de moi. Elle a fait un infarctus. C'était plus la vie pour elle. C'était pas ça la vie. Beaucoup de jeunes gens يروحوا إلى regret. واحد يدوس والآخر خلى والديه d'un coup de tête. كيف يكونوا بعيد يعرفوا القيمة. Où es-tu mon père? وين راك يا يما. Mon cœur vous appelle. Les meurtris, j'aime toutes les villes, un peu plus Paris. Lakin mâchée comme l'Algérie, comme elle est belle, ونحبها في الهبال. Pour tout l'or du monde ما نفارقها. Alger, Alger, شحال. Le plus dur, c'était la préparation du repas du Shabbat. Par exemple, ne pas retrouver les ingrédients pour faire le couscous comme là-bas. Voilà. Alors on trouvait des courgettes, mais ce n'était pas les courgettes comme là-bas. Il y avait des pois, mais ce n'était pas comme là-bas. C'était jamais comme là-bas. Voilà. Ouais. Donc ce n'était pas un vrai Shabbat. C'était un Shabbat d'exilés, ouais, qui n'avait pas les couleurs de là-bas. Il y avait pas, moi, quand je regardais le bleu du ciel, je disais à mon cousin, ils ont passé le ciel à la lessive. C'est pas du vrai bleu, ça. Ouais. Il n'y avait pas les printemps éclatants, symphoniques qui a fasciné Delacroix à Matisse. Ce n'était pas quand même du petit calibre Delacroix et Matisse. Ils étaient fascinés par ces couleurs. Hein. Et nous aussi, on était fascinés. Et là, on a retrouvé comme ça, c'était complètement abrasé, c'était comme ça, dans des tons mineurs, un peu dépressifs, un peu atones. Et puis, c'était des Shabbats, quoi. Comme ça, on allait au marché de la Ligre. On revenait, mais comme un pêcheur qui revient bredouille, quoi. Le type, il va pêcher au thon, il revient avec un petit maquereau. C'était pas ça, quoi. Et puis après, le goût de la vie a redonné du goût aux choses. Ce qui était important pour la communauté, c'est que tout d'un coup, elle a eu l'impression d'une transfusion de sang. On arrivait massivement, avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup de joie de vivre, avec beaucoup de coutumes, avec beaucoup d'exubérance. Et je crois qu'on a apporté un regain de vie à une communauté qui sortait meurtrie de la guerre. Et c'est peut-être ça qui a prédominé. Monsieur Fossmagne, préfet de l'Isère, présidait la cérémonie d'inauguration de la maison communautaire israélite de la ville. Elle permettra désormais d'accueillir 250 familles dromoises et ardéchoises. Les réfugiés sont le renouvellement du judaïsme, déclare le président du Fonds social juif unifié. Le consistoire israélite fait appel à ses donateurs, lance ses premiers chantiers et bientôt de nouvelles synagogues et centres communautaires voient le jour à Villiers-le-Bel ou à Sarcelles. 5000 juifs vivaient à Marseille en 1945. En 1962, ils sont 65 000. Un bouleversement démographique. Des lieux de culte désaffectés retrouvent des fidèles. Dans des villes de Bretagne ou d'Auvergne, une vie juive s'organise. Après Paris, j'étais à Montpellier. Montpellier, c'était une toute petite communauté où il n'y avait même pas un vrai rabbin, quoi. Et donc, les synagogues ont été réhabitées, avec notamment le jour de Kippour, des affrontements terribles entre les Constantinois, les Algérois, les Sétifiens, chacun voulant chanter comme là-bas. Voilà. Sauf qu'on n'était plus là-bas. Alors, il fallait vraiment faire régner l'ordre, quoi. Et alors, le jour de Kippour, qui est le jour des... S'engueuler le jour de Kippour, il faut le faire. Voilà. Et bien, on l'a fait. Dans la synagogue. Dans la synagogue. Les Juifs d'Afrique du Nord nous ont un petit peu décomplexés. C'est vrai, ils nous ont décomplexés, parce que, comme je vous dis, ils n'avaient pas connu la Shoah, donc ils n'avaient pas cette vision tragique de notre histoire. 2, parce qu'ils ont importé directement leur judaïsme
tel qu'il le vivait en Afrique du Nord, qui effectivement est un judaïsme chaleureux, un judaïsme expansif, façon Enrico Macias, on va dire. Quand on décide de faire un repas de Rosh Hashanah ou de Pessah, quand on est Ashkénaze, on ne se pose pas de problème, on fait toujours la même chose. Gefilte fish, bouillon Kneidler pour Pâques, et compote de fruits secs. Les recettes juives ashkénazes, vous faites un livre, vous ne pouvez pas faire plus d'un livre. Puis brusquement, on voyait arriver des cuisines gaies, des cuisines variées, des cuisines colorées. Plein de recettes, plein de recettes. La race partie, c'est une race dans laquelle nous mettons de la viande, du gras, beaucoup de cumin, de poivre, de... J'en ai 4. Voilà une race partie. Et vous la faites réchauffer? Oui, on la fait réchauffer, bien sûr. Et puis on laisser votre mari ça dans notre bain. Donnez à votre mari. C'était des ovnis, moi j'avais jamais vu ça. Nous prenions la vie très au sérieux, ce qui n'est pas drôle. C'est-à-dire qu'on ne s'occupait jamais de futilité. Les Ashkénazes, quand ils s'organisaient, s'occupaient de grandes choses. La Révolution, donc de choses très, très graves. Ils sont plus gais. Ils ont des fêtes beaucoup plus joyeuses que nous. Mais ça vient de leur culture, du soleil, des fruits, des odeurs, de la Méditerranée. Je suis un juif pied noir français. Voilà. Et vous pouvez commencer de droite à gauche ou de gauche à droite. L'essentiel, c'est qu'il y ait le tiercé. Le tiercé le plus souvent dans l'ordre, souvent dans le désordre. D'accord ? Mais je veux retrouver mes 3 chevaux gagnants. Voilà. Nombreux sont alors les Juifs d'Algérie qui connaissent par cœur la géographie de la France, du plateau de Mille Vaches au territoire de Belfort, tout comme l'histoire de leurs ancêtres les Gaulois. Depuis toujours, ils ont été éduqués dans l'amour de la République. Les écoles, c'était l'école Victor Hugo, l'école Voltaire, l'école Jean-Jacques Rousseau, l'école Jules Ferry, l'école Ferdinand Buisson. Tout le réseau des écoles était des grands noms de ce qu'on appelait les Lumières ou bien de la République. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Et ça, c'est... Il y avait en France, il y a en France, oh le lapsus, en Algérie. Putain. Et en Algérie, il y avait des villages qui s'appelaient Anatole France, Victor Hugo, même des gens moins recommandables comme Thiers, vous voyez, la Mauricière évidemment, le général de la Conquête. Oui, il y avait des villages entiers qui avaient des noms de personnalités françaises. Francophones pour la plupart, les Juifs d'Afrique du Nord vont vite s'intégrer dans le pays. La communauté juive de France saura les accueillir avec plus de chaleur qu'elle n'avait reçu les Juifs d'Europe de l'Est avant la guerre. Juifs ashkénazes et Juifs séfarades apprennent à vivre ensemble. Je n'ai appris que j'étais séfarade que lorsque je suis arrivée à Strasbourg. Je savais que j'étais juive, je ne savais pas que j'étais séfarade. Chez moi, on n'a jamais dit séfarade et ashkénaze. On a dit des juifs de Pologne, des juifs d'Allemagne, des juifs d'Alsace, des juifs de Turquie, des juifs d'Algérie, des juifs du Maroc, des juifs du Liban, des juifs d'Égypte. On ne disait pas séfarade et ashkénaze, non. Un jour, ma jeune sœur, dans la cour de l'école, se fait traiter de sale séfarade. Et comme elle ne savait pas à quoi répondre, elle a répondu sale juif à sa camarade. Et alors, la copine ashkénaze, indignée, va chez le surveillant général, qui punit ma sœur. Mais après, elle a appris qu'on pouvait dire sale ashkénaze. Moi, ce monde des Juifs d'Europe, ce monde de l'ashkénaze, je l'ai découvert à mon arrivée en France. Et ça, grâce à des passeurs qui me racontaient leur Bible à eux. Qui étaient, eux, c'était autre chose. C'était la Shoah, évidemment. C'était le ghetto de Varsovie. C'était Sholem Aleichem. C'était des histoires juives absolument incroyables. Cette presse juive qui existait, ce théâtre yiddish, ce machin. Tout ça m'a énormément formé. L'esprit, la sensibilité. Je leur ai jamais dit, peut-être si c'est comme ça, ils auront, mais c'est des gens qui m'ont énormément appris. Mais eux, ils sont pas beaucoup intéressés à nous. Je peux le dire. On était des espèces de gens un peu rigolos,
assez optimistes, qui aiment faire la fête, rigolants. Des espèces d'Espagnols, Arabes, machin, une espèce de race absolument incroyable qu'ils ne soupçonnaient pas. Ça les a un peu... Ils étaient méfiants. Parce qu'il quand même... un humour, quand même, ça ils reconnaissaient. Un humour qui disait être un humour juif, mais qui n'était pas le leur. C'est pas du mépris, c'est de la méconnaissance, c'est un peu... On était un peu leur bico quand même, quoi. Comme il s'est passé en Israël, d'ailleurs. Et après, ils étaient très étonnés qu'on sache tellement de choses, certains. Puis après, bon, je crois qu'ils ont fini par nous adopter. J'avais froid, tout à Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà, mais dans ses yeux j'ai compris que dans la ville de pierre, où l'on se sent étranger, il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville abattu sous mes pas, de Passy à Belleville, tout à Paris, tu m'as pris dans tes bras. De la presqu'île du Sinaï au golfe d'Aqaba, de Jérusalem au Caire, ce sont les mêmes violences verbales, les mêmes préparatifs guerriers. En quelques jours, le Moyen-Orient est devenu une poudrière. Tous les États arabes ont mobilisé et Israël encerclé se prépare à subir cette guerre totale que ses ennemis lui promettent. La fièvre monte. Après plusieurs incidents frontaliers entre la Syrie et Israël, puis le retrait des casques bleus stationnés en Égypte, le président égyptien Nasser décide le 22 mai 1967 de fermer le golfe d'Aqaba. Israël, sans déboucher sur la mer Rouge, se retrouve désespérément isolé. Le 26 mai, Nasser déclare « Notre objectif essentiel sera la destruction d'Israël ». J'ai eu, comme beaucoup de juifs, à ce moment-là, le sentiment d'une menace réelle sur l'existence de l'État d'Israël. Rappelez-vous les déclarations tonitruantes de Nasser. Il ne s'agissait de rien moins que de, à nouveau, faire disparaître Israël et jeter les Israéliens à la mer. Moi, quand j'entendais « on va jeter les Juifs à la mer », je me disais, on va me jeter à la mer aussi. Il y a une identification qui est toujours présente. Et c'était terrible. On a tous vécu dans cette espèce de panique totale de la disparition de l'État d'Israël. Voilà. Et c'est à ce moment-là que l'État d'Israël a fait irruption dans nos vies. J'avais comme ça un grand carton avec tous les journaux que je pouvais trouver, ramasser, ou qu'on avait à la maison. Et pour moi, la première surprise, ça a été de voir en première page de journaux écrit Israël. Pour moi, ça faisait partie de mon histoire intime, de l'histoire de ma famille, de l'histoire. Et puis on entendait Israël parler hébreu. On n'était pas habitué à ça. Les Juifs se sont sentis attachés à Israël par les tripes. Franchement, par les tripes. J'ai entendu des propos incroyables, enfin, de gens qui étaient profondément français, anciens officiers importants, enfin, des gens totalement intégrés qui tout d'un coup me disaient, mais au fond, mais nous sommes citoyens israéliens. Si vous relisez Aaron,
Raymond Aron, il le dit. Et lui découvre tout d'un coup ce qu'il y a de profondément juif en lui, à travers aussi cette idée que ça va recommencer. La menace d'extermination retentit de nouveau. S'alarme le philosophe Raymond Aron, pris par une émotion qu'on ne lui connaissait pas. Juif déjudaïsé et passionnément français, comme il aime à se définir, Aron, dans un mouvement irrésistible de solidarité, écrit dans le Figaro du 4 juin « Si les grandes puissances, selon le calcul froid de leurs intérêts, laissent détruire le petit État qui n'est pas le mien, ce crime, modeste à l'échelle du nombre, m'enlèverait la force de vivre et je crois que des millions d'hommes auraient honte de l'humanité. » C'était insupportable, l'idée qu'il pouvait y avoir deux Auschwitz dans la même génération. Josie Eisenberg me téléphone un matin en me disant « Théo, il faut faire une grande manifestation silencieuse. » Et il y avait eu le film « Vieil homme et l'enfant ». Et je demande à l'acteur, à Simon, Michel Simon, et aux gosses de la famille que je connaissais, on prévoit qu'à un moment donné, ils vont arriver. Et puis, j'avais essayé d'organiser le service d'ordre pour qu'on leur laisse un passage et qu'on les voit passer pour aller à l'ambassade et entrer dans l'ambassade. C'était une image qui me paraissait très belle. Ce 31 mai 1967, des milliers de Français, juifs et non-juifs, foulent le pavé parisien. La menace de Nasser a bouleversé les cœurs et les esprits. Dans un immense élan de solidarité, ils se retrouvent devant l'ambassade d'Israël. Il y avait des vedettes du spectacle. Je me souviens, il y avait Johnny Hallyday en tête de la manifestation pro-israélienne. Les rues de Paris étaient pleines. C'était une manifestation de masse. C'était la rencontre avec beaucoup d'autres Français qui sont venus manifester avec les Juifs de France. Il y a eu un sentiment là de solidarité, et c'est ça qui a atténué le traumatisme, parce qu'on ne l'a pas vécu tout seul. Oui, ça a été une période où le sentiment que les Juifs étaient compris par l'ensemble des Français. Les manifestations pour Israël étaient immensément populaires. Et Aron dit les Juifs croyaient au Père Noël. La manifestation n'a pas été silencieuse. Elle a fait beaucoup de bruit. Et quelques jours après, je suis arrivé en Israël. Et en Israël, les gens m'ont dit, quand on a entendu les cris à Paris, on a eu le sentiment qu'on n'était plus tout à fait seul. Si les Français manifestent bruyamment leur soutien à Israël, ils ne sont pas suivis par leur président. De Gaulle ne veut pas prendre parti. Le 2 juin, il prévient qu'il donnera tort à quiconque entamerait le premier l'action des armes. Si Israël est attaqué, avait dit le général à l'État hébreu, nous ne le laisserons pas détruire. Mais si vous attaquez vous, nous condamnerons votre initiative. C'était oublié qu'en bloquant le golfe d'Aqaba, Nasser était l'agresseur. Ne restait alors à Israël que le choix des armes. En rentrant à midi de l'école, rien n'avait bougé dans la maison. Ma mère était près du poste de radio, mon père priait. J'étais étonnée de le voir à midi avec son talit sur les épaules. Et on apprend, Israël est en guerre. Le 5 juin au matin, le canon tonnait au Moyen-Orient. Israël était en guerre contre la quasi-totalité des pays arabes. 2 millions d'Israéliens contre plus de 50 millions d'Arabes. Moins de 300 000 soldats israéliens contre près d'1 million de soldats arabes. La disproportion était énorme, mais la résolution du ministre de la guerre d'Israël, le général Dayan, vainqueur du Sinaï il y a 11 ans, était totale, identique à celle du peuple israélien tout entier. Israël doit vaincre s'il veut vivre. Après avoir cloué au sol l'aviation ennemie, la marche des blindés israéliens surprend tout le monde. En 6 jours d'une guerre éclair, Israël repousse les offensives arabes et du Golan à la Cisjordanie, de Gaza au Sinaï, prend le contrôle de nouveaux territoires. La victoire est fulgurante. Le 7 juin,
les soldats israéliens entrent dans Jérusalem-Est et pour la première fois depuis la création d'Israël en 1948, les Juifs peuvent aller prier devant le mur du Temple. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël. Tous les Goliaths venus des pyramides reculeront devant l'étoile de David. Je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. On n'a pas eu le temps de frotter nos yeux que déjà Israël avait défait toutes les armées arabes, est arrivé à Jérusalem, c'était onirique. C'était un moment onirique. On est passé, si vous voulez, de la détresse extrême à l'exultation extrême. Il n'y a aucun psychisme peut supporter un tel grand écart. Il y avait eu la guerre d'indépendance en 1948, il y avait eu la guerre de 1956, la guerre du Sinaï. Il y en avait eu déjà des guerres. Mais je crois que 1967 a été la guerre que le monde a reçue. Cette campagne des 6 jours, dans sa brièveté, son éclat militaire, c'était une sorte de réhabilitation à la face du monde de l'accusation qui avait si longtemps été diffusée par les antisémites de tous bords et de toute origine. Les Juifs sont des lâches, les Juifs ne veulent pas faire leur devoir militaire, les Juifs n'ont pas de courage, les Juifs sont cupides, intrigants, habiles, mais ils n'ont pas les vertus viriles. Cette nouvelle représentation du Juif, soldat héroïque et valeureux, contribue à populariser l'image d'Israël en France et en Europe. Mais sans doute fallait-il voir aussi, dans la sympathie et la solidarité des Français avec l'État hébreu, d'autres satisfactions inavouables. J'étais à l'armée, j'étais donc au service militaire. Et moi, bien sûr, sur mon bureau, je travaillais comme secrétaire à l'infirmerie. Je terminais mon service militaire à Verdun. Sur mon bureau, j'avais mis une grande carte de France Soir des événements de la région pendant la guerre des 6 jours, avec des flèches indiquant les avancées des uns des autres, et je plantais des petits drapeaux. Et les officiers, ils venaient, ils disaient « Alors, Fary, ils en prennent une raclée des Arabes, hein. » Mais oui, en 67, on était encore sous le coup de l'affront de ce qui s'était passé pendant la guerre d'Algérie. 6 ans après la guerre d'Algérie. Il y a encore plein de mecs qui ont bouffé du félaga, qui sont en pleine forme, là, hein, à cette époque-là. Parce qu'ils pensent que c'est... Entre un juif et un arabe, un juif qui fout des culottes aux arabes, c'est bien. Le général n'est pas du même avis. En porte-à-faux avec l'opinion publique, il veut réconcilier la France avec le monde arabe. 6 mois après la guerre des 6 jours, à l'occasion d'une conférence de presse mémorable, De Gaulle, qui n'a pas supporté la décision d'Israël d'entrer en guerre malgré ses avertissements, semble vouloir régler des comptes. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Ça a été, et à juste titre, très mal ressenti, parce qu'on s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette distinction maintenant? Distinction empoisonnée, sûr de lui et dominateur. Pour quelqu'un qui était un artiste du langage, comme le général de Gaulle, mais cette phrase, c'était une boule puante, quoi. C'était inadmissible. Je pense que cette phrase a été sérieusement pesée, que chaque mot a été pesé pour blesser. Et c'était une phrase dure, d'attaque. Lors de cette même conférence, De Gaulle prononce des paroles plus apaisantes, mais qui passeront inaperçues. En guise d'éloge après l'attaque, le général rappelle le capital considérable de sympathie dont jouissent les Juifs. Il évoque aussi leur courage et les persécutions dont ils furent victimes tout au long de leur histoire. Alors certains disent qu'on a mal compris De Gaulle, mais je pense qu'on n'a pas vu un des aspects de cette phrase, qui était que, pour la première fois, je pense, un homme politique français de premier plan
parlait des Juifs comme d'un peuple. Donc à partir du moment où on parle d'un peuple juif, la marge de constitution de la communauté n'est pas loin. Le peuple juif, pour lui, c'est tout simplement l'État hébreu, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël, mais la frontière avec les Juifs français n'est pas nette. Donc les Juifs français appartiennent-ils aussi à ce peuple? On a senti que De Gaulle introduisait un coin dans la population française. Voilà. Que tout d'un coup, les Juifs redevenaient une catégorie à part. Que s'ils prenaient fait et cause pour Israël dans cet état de menace, là, c'est parce qu'ils étaient juifs. J'allais dire indécrotablement juifs. Enfin, les mots sont les mots. Je veux dire que ces juifs l'emmerdaient, quoi. Ces juifs l'emmerdaient. Oui. Je crois que oui, ces juifs-là, à ce moment-là, on voit que les juifs l'emmerdent, quoi. Puis qu'Israël l'emmerde, et puis qu'il y en a marre de ces histoires. Oui, ça ça m'a beaucoup choqué. Puis il y a le fameux dessin de Tim qui était magnifique, parce que ça racontait tout, quoi. Il n'y a pas d'autres commentaires à faire, quoi. Il faut mettre un bon titre et le dessin, et c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien à dire. Un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Une des caricatures les plus célèbres du XXe siècle. Ce dessin de Tim, publié dans le journal Le Monde du 3 décembre 1967, fera le tour de la planète. Tim, dont les parents sont morts dans l'incendie du ghetto de Varsovie, avait combattu dans la résistance aux côtés du général. Il y a une part de mystère dans l'attitude de De Gaulle, parce que autant on peut comprendre la volonté de rééquilibrage de la politique française dans la région après la liquidation de l'abcès algérien, ça je comprends très bien. Je crois que la colère y était pour beaucoup. On n'a pas obéi à ces injonctions. Il y avait une part de peur d'une troisième guerre mondiale, mauvaise appréciation de rapport de forces internationaux, l'obsession de jouer à la table des grands, certaines fatigues intellectuelles aussi, sans doute. Tout ça a joué. Nous sommes en 67, c'est quand même tard. Il va quitter le pouvoir un an après. On oublie ça. Ça a été, je pense, l'une de ces erreurs majeures en politique étrangère. Majeure. Alors après, lui-même a compris que sur cette phrase, il avait dérapé gravement, et il s'en est excusé après, notamment auprès de cette personnalité morale d'une envergure incomparable qui a été le grand rabbin Jacob Kaplan, qui a été affronté le général de Gaulle. Hein. C'était un acte courageux, parce que ce n'était pas un violent, le grand rabbin Kaplan, mais il a rappelé dignement au chef de l'État qu'il y avait des choses que nous ne pouvions pas accepter. Le grand rabbin Kaplan, à sa manière, c'était un De Gaulle juif. Ce que je peux ajouter, parce que ça c'est un fait que j'ai vécu, le 1er janvier, le grand rabbin de France, M. Kaplan, était invité à l'Élysée, et donc il nous avait prévenu, il nous avait dit, bon, attendez-moi, à la sortie je viendrai et je vous raconterai. Bon. Et donc il nous raconte, on m'a mis dans une pièce à part, on m'a dit, le général va venir vous voir, alors bon, je me suis dit, voilà ce que je vais lui dire, enfin, je me suis construit un discours, ce que je vais lui dire par rapport à cette déclaration qui nous a beaucoup choqués. Et finalement, le général arrive. Alors, monsieur le grand rabbin, mon général, monsieur le président, je ne me souviens plus, vous avez fait une déclaration au mois de novembre, et je dois vous dire... Et le général l'interrompt et lui dit, monsieur le grand rabbin, De Gaulle antisémite, vous y croyez, vous? La conversation était terminée. Le grand rabbin était à plat, et il est venu nous raconter les trucs en disant, et alors, qu'est-ce que je pouvais lui dire? La guerre des 6 jours marque un véritable tournant dans les relations entre Israël et la France. Pour l'État hébreu, De Gaulle a choisi son camp. C'est la fin d'une amitié inébranlable et d'une indéfectible alliance. De 48 à 67, en passant par le moment de 56, par la campagne de Suez, c'est la lune de miel. C'est la lune de miel. C'était une espèce de symbiose magnifique entre le sionisme, Israël, la gauche française, tout allait très bien. Et du coup, ça ne va plus très bien. Et les Juifs s'aperçoivent qu'on commence à regarder de travers parce que leur pays, par procuration, Israël, est devenu moins fréquentable. Les Égyptiens et les Israéliens
Iraniens n'ont jamais été bien d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se prendre le canal de Suez. Ça a fait une petite dispute. Si l'Arabie voulait reprendre son pays, ils avaient bien le droit. Qu'est-ce que c'est un juif? Pourquoi? C'est un homme qui fait la guerre. C'était des hommes, un peu noirs, un peu blancs, qui se promenaient dans tous les pays. Ils font du mal aux autres. On ne voudrait pas qu'il y ait la guerre. La victoire d'Israël s'est transformée en occupation, et avec le drame des Arabes de Palestine, les Juifs ne sont plus les victimes et la sympathie de l'opinion publique en faveur d'Israël se délite peu à peu. Des Français juifs également vont prendre leur distance avec l'État hébreu au cours des années 70, tempérant ainsi le soutien inconditionnel des Juifs à Israël. Mais pour beaucoup, cette guerre de 6 jours agit comme un révélateur. Une nouvelle période s'ouvre. Une rumeur se répand depuis quelques années aux États-Unis comme en Israël. La France serait devenue le pays le plus antisémite d'Europe. À l'aube des années 2000, brusquement, dans la patrie des droits de l'homme et de l'émancipation des Juifs, des menaces, des agressions, des incendies composaient les pages d'un nouveau bréviaire de la haine. Depuis l'affaire Dreyfus, l'histoire des Juifs en France n'a cessé de se vivre avec passion. Une histoire tourmentée, faite d'amour et de trahison, d'enthousiasme et de deuil. Au début du siècle dernier, un vieux proverbe yiddish disait « Heureux comme Dieu en France ». Als ich bin in Schule gegangen, pflege singen auf Akkord, liebe jiddische Gesangen, alte Lieder von Amor. Frankreich meine, Land von Kinderjahren feine, durchgelebt und Sorg und eines, eingewiegt mit dein Musik. Städtelteiers, stiles die Blechgärtner Scheiers, Kinder von mein Dorf ist Eiers, und wie meins geben dort Glück. Hab dich lieb, ja, und noch schenk ich dir mein Lied da. Hab dich lieb, ja, bis mein letzten Augenblick. Frankreich meine, Land von Kinderjahren feine, durchgelebt und Sorg und eines, eingewiegt mit dein Musik.
cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Dans la joie ou la douleur. Paris était leur Jérusalem, la France une nouvelle terre promise. Mais cette France les trahit, dans la douleur et dans la honte. Vichy livre les Juifs à leurs bourreaux nazis. La résistance et l'entraide aussi, des Juifs et puis des justes. Le courage, mais la mort par millions. Les survivants tenteront d'étouffer leurs cauchemars pour retrouver un chemin et un avenir. 1962, des centaines de milliers de rapatriés d'Algérie affluent vers la métropole. Parmi eux, des Juifs d'Oran, de Constantine ou d'Alger. D'autres Juifs aussi, du Maroc, de Tunisie ou bien d'Égypte. Le déracinement, mais la vie. Un bouleversement démographique, une révolution culturelle. 1967, Israël, terre refuge après la tourmente, menacée de mort par les pays arabes, remporte une guerre. Ces 6 jours ébranlent le monde. Pour beaucoup de Juifs français, une nouvelle conscience de soi. Après 67, les retombées, ça a été une recrudescence d'études de l'hébreu, de retour à des études juives d'ailleurs, de fréquentation de la synagogue, d'émigration vers Israël, et puis aussi d'une revendication, d'une fierté d'être juif. Donc il y a eu ces années extraordinaires. On a vu fleurir les maisons d'édition, les cours d'éducation juive, les écoles juives. Et tout ça dans une sorte de sentiment d'être en phase avec la société. La France observe avec bienveillance et curiosité ce nouveau judaïsme extraverti. Une affirmation identitaire, une révolution pour beaucoup de ces hommes et de ces femmes qui se voulaient jusque-là plus français que les Français et qui se définissent désormais comme juifs. On est français parce qu'on est dans un pays libre et qu'on peut faire ce qu'on veut, et on est juif en portant la kippa, en n'étant pas pareil dans la rue que tous les autres. Les autres, ils sont pareils, ils ont un blouson, et puis nous, on a la kippa, on a les tzitzit. Tu penses que c'est important de montrer qu'on est juif? Parce que sinon, tous les gens ils vont croire qu'on n'est pas juif. Alors après, vaut mieux montrer qu'on est juif tout de suite. Je ne suis pas pratiquante, je n'ai pas l'intention d'aller passer ma vie en Israël. Et pour moi, étudier le yiddish et la culture juive, c'est une façon de concrétiser ma façon d'être juive. Parlez-vous le yiddish? Les festivals de musique juive suscitent un nouvel engouement. On se passionne pour les cultures minoritaires. Le Scrabble a désormais sa version en yiddish. Beaucoup de jeunes juifs veulent découvrir leurs racines. Une nouvelle génération d'humoristes rencontre son public. Bientôt les ondes vont se libérer et au tournant des années 80, on pourrait presque dire que les juifs sont à la mode. Alléluia. Alléluia. S'uniront dans un seul mot d'amour. Alléluia, Alléluia. Cherche encore. Alléluia. Le bonheur d'abord. Alléluia. Alors n'oublie pas toi. Chantez ce prière de foi. Être juif devenait quelque chose d'extrêmement élégant, de très demandé. Les grandes années médiatiques, les années où on s'est beaucoup intéressé à tous les aspects du judaïsme, à la Shoah.
les années où on a cru que cette distinction entre camps d'extermination et camps de concentration et que la connaissance de la Shoah avait réellement progressé. Par exemple, Holocauste, le feuilleton américain, a provoqué une prise de conscience énorme en Europe, énorme chez les Allemands, énorme en France. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas la qualité qui fait forcément la force d'un discours. Sans doute les faiblesses et les approximations historiques du film étaient-elles nombreuses, mais la diffusion d'Holocauste sur les petits écrans français est un événement. Des millions de téléspectateurs. La Shoah et la question juive investissent le débat public. Des lycéens visitent les camps de la mort. C'est encore plus grand que ce que j'imaginais. C'est aussi dans ces années-là qu'une nouvelle génération d'historiens se penche sur cette période noire, tandis que Serge Klarsfeld met au jour les responsabilités de Vichy dans la déportation des Juifs. Le film Holocauste mettra pourtant longtemps avant d'être diffusé en France. Alors qu'il avait déjà été vu un peu partout en Europe, Antenne 2 s'y refusait. Mais certaines déclarations vont avoir raison des réticences. Les chambres à gaz, c'est un endroit où on aurait mis les gens pour les tuer, notamment, dit-on, avec du zyklone. Le zyklone est un insecticide, il a été créé après la guerre de 14, il existe encore aujourd'hui. Donc on peut dire qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé des poux. Comment on pouvait imaginer qu'un jour, il y aurait des négationnistes et des révisionnistes? En même temps, c'est à partir du moment où il y a des négationnistes et des révisionnistes que les témoins se mettent à parler. Ils sont sommés de parler. Et les autres sont sommés d'écouter, puisqu'il y a un débat. Il y a quand même cette idée que ça peut recommencer. Et au moment de Copernic, alors là, c'est géant. C'est-à-dire le sentiment, non pas que ça peut recommencer, mais que ça a recommencé. Nous sommes maintenant en liaison avec nos envoyés spéciaux rue Copernic, là où une bombe a explosé en fin d'après-midi devant la synagogue, faisant 4 morts et une quinzaine de blessés. Alors tout d'abord, Éric Gilbert, est-ce que vous confirmez ce premier bilan? Écoutez, il est pour l'instant impossible de confirmer un bilan. En effet, plus d'une heure et demie après l'attentat, c'est toujours l'affolement dans ce quartier proche de l'Étoile. La rue Copernic, où s'est produite l'explosion, va de la place Victor Hugo à l'avenue Kléber. Elle est encore entièrement bouclée. Je vous propose donc d'abord de revoir ce premier témoignage visuel qui témoigne de la violence de l'explosion et aussi de la folie meurtrière de ceux qui ont commis cet attentat. Ces voitures que vous voyez endommagées ou même complètement détruites sont en effet à près de 50 mètres de la porte de la synagogue. Il était donc 18h35, il y avait plusieurs centaines de personnes venues assister à l'office de ce début de sabbat. L'attentat de la rue Copernic frappe de stupeur les Français. Simone Veil, présidente de l'Assemblée européenne et survivante d'Auschwitz, ne peut cacher son inquiétude. Vous m'avez dit rapidement, lorsqu'on s'est vu pour préparer cette émission, je sais maintenant que les pogroms existent et peuvent exister. Oui, c'est vrai que je pense que ces actes peuvent devenir des violences physiques réelles, aboutissant à la volonté de tuer. Eh bien, ça se rapproche effectivement du sentiment qui devait inspirer les pogroms autrefois. La manifestation qui s'est déroulée après Copernic a été une manifestation gigantesque. Pour ma part, j'ai vu pour la première fois à cette manifestation les francs-maçons en tenue. Les gens qui sont ici ce soir, qui défilent ensemble, c'est peut-être la première fois qu'ils sont coude à coude. C'est peut-être la première fois qu'ils se rencontrent. Hier encore, certains d'entre eux polémiquaient durement, échangeaient des injures ou des insultes. Il y a ici ce soir des sionistes et des antisionistes. Il y a des religieux et des mystiques. Il y a des athées et des francs-maçons. Et ces gens-là ont trouvé normal, aujourd'hui, d'être ensemble parce qu'ils ont vu apparaître, permettez-moi l'expression, la gueule horrible du racisme, la tête immonde du fascisme. Bien plus tard, on apprendra que l'attentat n'était pas l'œuvre de groupes néo-nazis, mais le fait de terroristes palestiniens,
comme pour la fusillade de la rue des Rosiers 2 ans après, où 6 personnes trouveront la mort. Mais ce soir d'octobre 1980, partout en France, des centaines de milliers de personnes défilent dans les rues et demandent au gouvernement de Raymond Barre d'agir. Vous pouvez nous dire quelques mots, comment j'ai vu l'attentat de ce soir? Écoutez, je rentre de Lyon, plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Non, il a dit un Français innocent. Il veut dire qu'un passant qui était innocent du fait de ne pas être juif. Comme si être juif, c'était être coupable de quelque chose. C'est ça, le fondement de l'histoire. Que des juifs, oui, puisqu'ils sont coupables. C'est normal qu'ils sautent sur une bombe. Mais le Français innocent, c'est pas une injustice du ciel, ça. Non, c'est une phrase immonde. Tout simplement parce qu'il veut dire, être juif, c'est quoi qu'il arrive être coupable. Et ça, c'est culturellement antisémite. Un acte manqué, un lapsus malheureux, mais qui révèle, malgré tout, qu'il y a toujours un petit fond, un clivage, une séparation. On aurait pu attendre du président de la République une réaction à la hauteur du drame. Qu'est-ce que vous faisiez cet après-midi? Mais Valéry Giscard d'Estaing reste muet. Il refuse de sacrifier son week-end dans son château du Loir-et-Cher pour rejoindre Paris. Un silence, prétendent certains, qui pèsera dans l'élection présidentielle de 1981. Vous savez, si vous posez la question aux Juifs, ils vont vous dire non. Il n'y a pas eu de vote juif. Mais il y a eu des Juifs qui ont exprimé leur mécontentement. Et des Juifs qui avaient l'habitude de voter Giscard, qui n'ont pas voté Giscard. Voilà. Comme ces élections se font maintenant dans tous les pays démocratiques, les élections, elles ne se font pas avec des écarts de voix de 40%. Ça se joue sur des petits chouïas. Hein. Bon. Il suffit qu'il y ait un petit déplacement. Voilà. Aujourd'hui, au pavillon de Paris, à la porte de Pantin, se tenait, comme tous les ans, la manifestation des 12 heures pour Israël. Un ensemble de spectacles et de discussions politiques, mais cette année, le politique dominait. À un an de la présidentielle, le mouvement Renouveau Juif, créé en 1979, organise un grand rassemblement à Paris où se pressent 100 000 visiteurs. Le Renouveau Juif appelle à un vote sanction contre le président Giscard d'Estaing, coupable d'avoir vendu des armes françaises à l'Irak. Présent, le candidat Mitterrand fait campagne. Un sondage publié en avril 1981 révèle les intentions de vote de l'électorat juif. 53% voteraient Mitterrand, seulement 23% Giscard. Nous sommes de bons Français, mais lorsque les intérêts d'Israël sont en danger, les Juifs ne voteront peut-être pas pour Giscard si Giscard ne change pas sa politique. Politique bien sûr, mais aussi la fête, et pas seulement les chanteurs. Un défilé de mannequins présente la mode israélienne, y compris son aspect le plus rafraîchissant. L'été approche. La gauche, elle est bien portée à l'époque. Elle est bien portée pas seulement par les Juifs, elle est bien portée par tout le monde. Sinon, Mitterrand n'aurait jamais été élu. Hein. Donc chacun projette dans cette gauche toutes ses espérances. La gauche représente à l'époque, je dis bien à l'époque, une alternative crédible. C'était le slogan « Changer la vie ». Alors pour les uns, changer la vie, c'était aussi changer la diplomatie du Moyen-Orient. Mitterrand avait pour Israël, avant d'être au pouvoir, un intérêt exceptionnel. Il connaissait d'ailleurs la Bible beaucoup mieux que moi. Mais Mitterrand, le judaïsme l'avait toujours passionné. L'histoire du peuple juif le passionnait. Les destins juifs le passionnaient. Et je rappelle ce que Mitterrand a fait, le discours à la Knesset, qui était un grand acte de courage que d'autres hommes politiques français n'ont jamais eu. Historique, c'est la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël qu'un président français se rend là-bas, la première fois donc que Jérusalem est pavoisée aux couleurs de la France. Historique et délicat, il va falloir normaliser les relations entre les deux pays après 15 ans d'ambiguïté et de malaise, mais aussi veiller à ne pas provoquer la susceptibilité du monde arabe. C'est vous dire si l'on attendait le moindre mot du chef de l'État. Le ton fut donné quelques minutes après son arrivée à l'aéroport. La Marseillaise et 21 coups de canon pour accueillir un président français
son épouse, 4 ministres et toute une délégation. On n'avait jamais vu cela sur l'aérodrome Ben Gurion, où débarquent rarement les chefs d'État étrangers. Haïm, Arukim, Veshalom, Barkaïma, Liam, Israël. Kaïm, Arukim, Veshalom, Barkaïva, Liamei, Ahevzor, Arva, Meroudeshet, Shalom, amis et longue vie. Je ne me rappelle pas personnellement cet épisode, mais je me rappelle, en revanche, l'influence prolongée que cet épisode a eue. C'était pas rien pour les Juifs de France que de voir le président de la République française prendre la parole et en ces termes-là, et avec ce ton-là, et avec cette conscience de l'histoire devant le Parlement israélien. Je savais que sa carrière avait été longue avant d'en arriver là. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas un socialiste français qui arrive au pouvoir, c'est un homme qui a été un petit peu vichysois, un petit peu qui a mélangé sa soupe après, qui a mis un peu de rouge dans la crème vichysoise. Puis après, le blanc a complètement disparu, on est resté qu'avec un peu de rouge. C'était ça, Mitterrand. C'était une complexité totale. Il était à la fois une chose et son contraire. C'est un être... Alors, les gens disent, c'est ça, un être complet. On peut dire... Mais il était tout. Je veux dire, c'était la France dans toutes ses contradictions, dans toute sa richesse et toutes ses saloperies, c'était comme ça. Non, moi, Mitterrand, non. J'ai pas oublié. Des gens comme ça, on peut pas leur faire confiance. En 1994, dans un livre retentissant, le journaliste Pierre Péan révèle le passé vichiste de François Mitterrand et ses liens d'amitié prolongés avec René Bousquet. Si ça nous a fait du mal, cette histoire de Bousquet, c'est aussi parce que c'est un amour déçu. On s'est aperçu que pendant des années, il avait fréquenté un homme qui avait dirigé la police de Vichy. C'est quand même pas indifférent. Et ça a été une blessure, ressentie profondément. Comme l'a été la gerbe de fleurs déposée sur la tombe du maréchal Pétain. La couronne, à Lisieux, elle avait bien tort. Je l'ai appris bien après. Il ne me faisait pas savoir publiquement qu'il envoyait... Bon, c'était son affaire. Mais quand j'ai appris ce qu'on a trouvé dans le livre de Péan, et j'ai fait ce qu'un homme doit faire à l'égard de son ami. Nous sommes parlé. Ça n'a pas été agréable. Mais je n'ai pas, moi, publiquement à dire ce que nous nous sommes dit. Ça ne regarde personne. C'est une affaire entre un ami mort et moi. Ça ne regarde personne. Comme Charles de Gaulle ou Georges Pompidou avant lui, François Mitterrand considère que la période de Vichy est une parenthèse dans l'histoire de la République. Il n'est donc pas nécessaire de troubler la mémoire nationale, de se retourner sur ces années où les Français ne s'aimaient pas. On a attendu de Mitterrand, pendant tous ces 2 septennats, qu'il définisse clairement la position de la France par rapport à ce qu'avait été le gouvernement de Vichy. Et il ne l'a jamais fait. Non seulement il ne l'a jamais fait, mais il a eu des occasions de le faire qu'il a laissé passer. Je me souviens très bien d'un 16 juillet, justement, probablement dans les années 90, et il a été sifflé par toute l'assistance. Et c'était d'ailleurs la fois où Robert Badinter a eu une colère, une de ses colères à la Mirabeau, et il a pris la parole. Quand Mitterrand est arrivé, ont commencé ces hurlements qui n'avaient qu'une dimension politique. Ne vous y trompez pas, c'était une entreprise montée à son égard. Je n'ai pas cessé de penser, bien avant que Mitterrand arrive, même pendant que Mitterrand arrivait, aux morts, à ces enfants-là, dans ce lieu-là. Et m'était revenu, on avait dit le Kaddish, immédiatement après le témoignage du survivant, m'était revenu comme une obsession, ce que disait ma grand-mère, toujours dans son yiddish. Il faut faire attention
Les morts nous regardent quand on parle d'eux. Et c'était ces morts-là qui m'ont fait exploser. Et j'ai trouvé abominable, et je le trouve encore, qui ait tué à cet instant des juifs pour faire une querelle politique minable, alors qu'on commémorait ces martyrs. Et c'est pour ça que j'ai explosé, pas pour d'autres raisons, parce que Mitterrand n'avait pas besoin qu'on le défende, croyez-moi. C'est pas ça, c'était un outrage. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant, et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent. Croyez-vous qu'ils écoutent ça? Ils se sont tus d'ailleurs, parce qu'il y a des explosions d'une telle force qu'elles font taire. Tout le monde s'est tu. J'ai fait le discours, si vous le relisez, relisez les dernières phrases. Après que j'ai dit que Dieu, ce jour-là, quand j'ai évoqué ces enfants qui montaient avec les gendarmes dans les wagons de déportation, j'ai dit Dieu avait détourné son regard de cette terre. Et à la fin, j'ai dit, et ça c'était à l'intention de Mitterrand, tout ce que l'on peut faire pour eux sur cette terre, c'est la mémoire et la justice. Ce sont les derniers mots. Faire justice. Et ça en disait long en ce qui concerne Bousquet. 3 ans plus tard, le 16 juillet 1995, sur les mêmes lieux, le successeur de François Mitterrand à l'Élysée saura trouver les mots tant attendus par les Juifs de France et par beaucoup d'autres Français. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Je pense que c'était bien. Et même les termes que ces rédacteurs ont choisis, je pense, étaient mesurés. En plus, il l'a bien dit. Voilà. Avec des mots un peu solennels, mais je pense que c'était tard. Et c'était tard parce qu'il fallait que l'ancienne équipe disparaisse. Il ne faut pas croire que la déclaration de Chirac ait fait l'unanimité. Hein. Il ne faut pas croire que la déclaration de repentance des évêques de France ait fait l'unanimité. L'évêque de Saint-Denis, je crois, parlait des lettres de protestation qu'il recevait en disant « mais il n'y a pas de... la France ne peut pas se repentir de tous les péchés du monde ». À la suite du chef de l'État, c'était au tour de l'Église de France, à Drancy en 1997, plus de 50 ans après les faits, de demander pardon pour son indifférence et son silence officiel face à la persécution des Juifs. Cette défaillance de l'Église de France et sa responsabilité envers le peuple juif font partie de son histoire. Nous confessons cette faute, nous implorons le pardon de Dieu et demandons au peuple juif d'entendre cette parole de repentance. À la fin des années 90, la République semble avoir repris l'offensive. On ne toucherait plus aux Juifs. Personne ne se doute alors qu'un nouveau cycle d'inquiétude et de violence allait bientôt s'ouvrir. Dans les années de ma jeunesse, qui n'est j'espère pas terminée, mais dans les années de mon enfance en tout cas, les années 80 et 90, être juif, ça me regardait moi-même, ça regardait ma famille, ça regardait un certain cercle d'intimes, mais ça ne concernait pas le regard que la société portait sur moi. Aujourd'hui, c'est comme une charge à porter. Disons que le fait d'être juif a cessé d'être indifférent pour les autres. Et ça, c'est une révolution qu'on peut dater assez précisément de la fin de l'année 2000. Parce qu'il s'appelle Jean Blum, sa boulangerie a été incendiée hier soir. Sans être de confession juive, son nom a suffi pour être une cible. Un acte criminel signé qui a détruit 30 ans de travail. Ce matin, un attentat à la voiture bélier contre une synagogue, cette fois-ci près de Lyon.
Le lieu de culte n'a été endommagé que sur sa façade et comme à Strasbourg, pas de témoins, les auteurs courent toujours. C'est la 6e attaque contre une synagogue en 24 heures. Pour l'instant, seuls 3 mineurs ont été pris en flagrant délit en banlieue parisienne. Comme depuis quelques jours, les lieux de culte sont toujours sous surveillance. Les responsables des communautés juives et arabes appellent au calme, mais jusqu'à maintenant, cela n'a pas suffi. Pour nos enfants, ça a été un choc. Ils ne connaissaient pas l'antisémitisme. Ils ne sont pas nés avec. Des petits-enfants maghrébins, de la première ou de la deuxième génération, c'était dans le Parisien il y a quelques mois, disaient quand on entend la télévision, on a envie de cogner des Juifs. Scène de guerre à Gaza. Des hélicoptères de combat israéliens viennent de tirer une roquette sur une position palestinienne près de l'implantation de Netzarim. Des tirs nourris s'ensuivent. Un enfant de 9 ans a été tué. Il y a de nombreux blessés. Scène de guerre devenue quotidienne, 6e jour d'enfer à Gaza. Avec le déclenchement de la seconde intifada au Proche-Orient, l'écho du fracas des armes et les cris des victimes retentissent un peu partout dans le monde, jusque dans les banlieues et les villes françaises. Les Juifs sont à nouveau au cœur d'un débat incandescent. Chacun est sommé de prendre position. Explique-moi encore le petit juif qui va dans une école religieuse, qui passe sur la tête, se fait casser la figure. Il est responsable directement d'une répression de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Allez, parlons-en. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Non. Non. À Marseille, on a brûlé une école juive. Dans la cour de récréation, on a creusé des trous dans lesquels on a caché des clous pour que les enfants s'y blessent en jouant. Et sur les murs, on a écrit « Mort aux Juifs ». Je me rappelle m'être demandé ce qu'avaient pu éprouver ces enfants lorsque le lundi matin, ils ont découvert qu'on voulait les tuer. On a des statistiques, on a des chiffres, et on a des enfants qui ont été battus dans les gares, qui ont été insultés dans les autobus, qui ont été humiliés, qui ont été agressés. Et pourquoi? Ils sont dans l'autobus, ils sortent de l'école à 4h30, on les attaque sur la ligne du 105 en disant « Tiens, celui-là, celle-là, je me ferais bien sauter dans un attentat avec elle. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Vos élèves? Nos élèves. Le nombre d'attaques ces 4 dernières années était considérable. Pourquoi? Donc c'est bien parce qu'ils sont juifs. Alors je n'ai pas envie de m'installer dans une posture de victime qui ne m'intéresse pas, qui ne me procure aucune joie. Mais force est de constater que ces dernières années ont été éprouvantes. Qu'est-ce qui domine chez vous? L'inquiétude, la colère, la tristesse? L'indignation. L'indignation, l'exaspération, de dire encore, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On a cru que c'était fini, que le nazisme mettait fin à tous les totalitarismes. Et voilà qu'il y en a un autre qui pointe son nez. Tout aussi dangereux? Peut-être plus. Peut-être plus. Depuis l'an 2000, je porte une étoile juive et je la porte volontairement. J'en ai jamais porté pour dire oui, je suis juive. Et le premier qui vient me dire quelque chose, je l'attends. Le printemps 2002 connaît un nouvel embrasement antisémite. Au plus fort de l'intifada, les synagogues de Lyon, Marseille et Strasbourg sont attaquées. Tout se passe comme si les attentats du 11 septembre avaient dopé la violence. Jean Kahn, président du consistoire central, redoute les prémices d'une nouvelle nuit de cristal, rappelant ainsi le souvenir de l'immense pogrom organisé en Allemagne en novembre 1938. C'est pas par hasard qu'un certain nombre de gens, et pas les moindres, aient parlé de nuit de cristal, alors que ça n'avait rien à faire. Et que transformer les jeunes des banlieues qui ont commencé à insulter, à frapper, à jeter des bombes incendiaires dans les synagogues, les comparer aux hitlériens, c'est vraiment une erreur historique extraordinaire. Ils n'ont rien à voir. Ils avaient à voir avec tous les troubles qu'il y avait dans les banlieues avant. C'était une nouvelle cible qu'ils frappaient.
et il la frappait en fonction des images qu'il recevait par la télévision. Il s'identifiait aux Palestiniens comme les Juifs qui étaient leurs voisins s'identifiaient aux Israéliens. Et d'ailleurs, c'est un grand tort de la part de certains Juifs, lorsqu'ils manifestent, de s'entourer de drapeaux israéliens ou de brandir même des drapeaux israéliens. Ça n'a pas lieu d'être dans certaines circonstances, parce qu'il favorise encore l'amalgame. La nouvelle judéophobie a une dimension internationale dont la France n'est qu'une province. Mais la France compte dans sa population à la fois la plus grande minorité arabo-musulmane et la plus grande minorité juive d'Europe. Les positions se radicalisent. Si beaucoup de jeunes musulmans s'identifient aux Palestiniens, dans les manifestations contre l'antisémitisme, des juifs français n'hésitent pas non plus à crier « Israël vivra, Israël vaincra ». La confusion s'installe. Combien de fois on m'a dit « Vous êtes israélienne ?» J'ai dit « Non, je suis juive. » « Oui, mais donc vous êtes israélienne ?» « Non, je suis israélite, à la limite. » « Ah bah oui, mais c'est pas pareil. » « Non, c'est pas pareil. C'est autre chose. Mais moi, je comprends que ça soit pas toujours très clair. Je suis un très, très grand amateur de football. Je vais voir France-Israël au Parc des Princes en éliminatoire de la Coupe du Monde. Alors, on me dit, un journaliste de TF1 me dit, alors Jean, vous voulez être partagé aujourd'hui? Je dis, pardon? Il dit, vous êtes partagé. Je dis, pourquoi être partagé? Il dit, parce que si Israël gagne, vous serez aussi content. Je dis, non. Si Israël gagne, on est éliminé de la Coupe du Monde. Moi, j'ai l'intention d'aller voir la France à la Coupe du Monde, c'est aux États-Unis. Ah bon? Puis vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ça, on l'entend tout le temps. C'est quand même invraisemblable. Alors, il y a cette assimilation à les stylos de feuge, les trucs de feuge, le pognon ou quoi, et surtout que tu es tout à fait responsable de ce qui se passe en Israël. C'est-à-dire... Alors, vous en avez encore fait des belles à Gaza? Ah, j'ai dit, ah bon, vous? Qui, vous? Eh ben... J'ai dit, qui, vous? Qu'est-ce que ça veut dire, vous? Ben, l'armée israélienne. J'ai dit, ah bon? Je suis pas israélien, je suis pas militaire israélien. Je suis jamais allé à Gaza, ça peut pas être moi. Non, mais il faut déconner, il faut rigoler, il faut les indiquer, parce que tu dis, bon... Ah ben... Non, attends, non, tu regardes mon agenda, non, j'étais en tournée à Marseille. Qu'est-ce que tu veux faire? De la même manière que 1967 a été une date clé dans l'histoire du judaïsme français. Septembre 2000 est une autre date clé. C'est plus la même communauté. Psychologiquement, j'allais presque dire mentalement, c'est plus la même communauté. On a affaire à une communauté qui se pose beaucoup de questions sur la solidité de la France. Pas de son point de vue à elle, mais du point de vue de la citoyenneté française. J'ai vu monter l'inquiétude, et même parfois l'inquiétude panique, et aussi le ressentiment et la déception. Il dit comment, en France aujourd'hui, et je comprends ça, je ne dis pas que c'était vrai, je dis que c'est comme ça que ça a été vécu, et que de plus, dans ce sentiment, il y avait du vrai. Il y avait du vrai. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de lâchage par la République de ses propres fils, de ses propres citoyens. Aux premiers incendies de synagogues, on aurait pu s'attendre à un sursaut de l'opinion publique. On se souvient des vastes rassemblements qui avaient réuni des citoyens de tous bords lors de l'attentat de la rue Copernic en 1980 ou de la profanation du cimetière juif de Carpentras en 1990. Cette fois, rien. Des protestations verbales, certes, mais les défilés sont exclusivement d'origine juive. L'indignation s'est essoufflée, comme si l'identité des nouveaux antisémites pouvait, sinon justifier leur haine, en tout cas leur accorder les circonstances atténuantes. L'humiliation, la discrimination, la montée du racisme serait une explication de cette violence anti-juive. Mais alors l'antisémitisme serait devenu une idée comme une autre, une idéologie comme une autre, comme un nouveau mode d'expression. Si nos nouveaux immigrés deviennent antisémites, ça va poser un problème pour le vieux juif que je suis. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir passé sa vie tout le temps à dire « Ah, c'est bien qu'il y ait des immigrés, c'est bien qu'il y ait ce mélange, c'est bien, on vit mieux là-dedans », mais qu'en même temps, si ça fait comme aux États-Unis, une fois que la lutte des Noirs contre l'État cesse, on se dit « Nos ennemis, c'est les Juifs ». Voilà, donc...
il y a un petit problème. Voilà, il y a un petit problème et c'est quelque chose auquel je n'étais pas préparé et auquel peu de gens s'étaient préparés. Ce que j'ai mis longtemps à mesurer, c'est une forme de renaissance de l'antisémitisme. Je n'y croyais pas. Et puis, j'ai mesuré que, à travers l'antisionisme, mais au-delà de l'antisionisme, s'appuyant sur l'antisionisme, on voyait ressurgir les vieux démons de l'antisémitisme de jadis. C'est pratiquement le même discours. C'est pratiquement le même discours. Les acteurs ne sont pas les mêmes. Les motivations ne sont pas les mêmes. Mais le résultat risque de produire des catastrophes. Le 1er décembre 2003 à 21h, Israël est à nouveau à l'honneur. L'humoriste Dieudonné, déguisé en juif religieux paramilitaire, est invité en direct sur un plateau de télévision. J'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, hein, l'axe américano-sioniste. Ça me paraît important, hein, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur. Représenter un juif qui dit qu'il s'est converti au judaïsme pour des raisons professionnelles et qui fait le salut nazi en prononçant le nom d'Israël. Et à ce moment-là, le public aurait pu se taire, ça aurait été déjà affligeant. Mais il ne s'est pas tu, il s'est levé et il a applaudi. Et à ce moment-là, les Juifs qui étaient devant leur écran de télévision se sont dit « mais ce n'est pas possible ». Mais comment a-t-on pu en arriver là? Mais c'est vrai que le dérapage de Dieudonné est absolument inadmissible. C'est même pas tant cette histoire de sketch. C'est ce qu'il a dit après, c'est ce qu'il a exposé. Vous savez, un type qui est Dieudonné, un type, on dit, vous voyez, une fois ivre, dit oui, il boit de temps en temps. Après, on le voit une deuxième fois, il fout sa voiture dans un mur, il écrase un môme parce qu'il était bourré. Après, il bat sa femme parce qu'il était bourré. Tu peux en conclure qu'il est alcoolique, quand même. Ça va? Voilà, bien. Salut Farid. Comment vas-tu? Tu vas bien? Voilà, on a invité. Super, je visite là, c'était étonnant. Ah bah voilà. Je constate qu'il est là au milieu d'une table d'amis et je me dis que s'il vient, c'est pour manifester sa sympathie pour la cause que nous servons, je pense. Dieudonné, il accumule les choses, il se radicalise. Le préjudice commis auprès des jeunes de banlieue, je dirais que ça, il a à en répondre. Parce que tous ces gosses qui sont nos voisins, on aurait pu habiter avec eux en bonne intelligence. Et ça me désole de voir que un froid s'est installé entre nous. En mars 2003, plusieurs manifestations sont organisées en France contre la guerre en Irak. Dans le cortège parisien, une centaine de manifestants scandent « Vive Ben Laden, à bas Israël, à mort les Juifs ». Des cris de haine inouïs. L'armée israélienne est assimilée au commando SS. Si vraiment les Israéliens avaient voulu rivaliser avec les nazis, ils s'y sont pris très mal. Hein, si c'était ça leur plan. Ils sont nuls. Il y avait 500 000 Palestiniens, il y en a 4 millions maintenant. C'est pas un bon résultat, hein, pour ceux qui veulent génocider. C'est-à-dire, il y a quelque chose de... Tant que c'est les Juifs, tout s'explique. Quand c'est plus les Juifs, il n'y a plus d'explication. Alors là, c'est comme disait ma mère, c'est la faute à pas de chance. Voilà. C'est la faute à pas de chance. On est pauvre, c'est la faute à pas de chance. Le père est pris, c'est la faute à pas de chance. Ben, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la faute à pas de chance. Sauf ceux qui ont la chance d'avoir des Juifs. Alors, quand il y a des Juifs, tout le monde en veut. Ça explique tout. Ça explique la misère, ça explique les banlieues, ça explique... Voilà, Israël explique la politique du monde. Un couloir, un corridor.
C'est insensé. C'est insensé de penser que c'est là que ça se passe, que c'est là le nœud. L'État républicain mettra sans doute trop de temps à prendre la mesure du désarroi qui touche les Juifs français. Réaction tardive, mais du moins sans ambiguïté. En mai 2003, le président reçoit à l'Élysée les représentants des institutions juives de France. Aujourd'hui, vous n'êtes plus seul. Contre l'antisémitisme, la France est avec vous. Car c'est bien la France qui est agressée quand un juif est agressé sur son sol. Car c'est bien la France qui est insultée quand une synagogue brûle sur son sol. Quand des juifs, parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment entendus, soutenus, protégés, perdent confiance dans leur propre pays, c'est notre cohésion nationale tout entière qui est menacée. Nous ne laisserons pas faire l'apologie du crime et de la haine. La France n'est pas un pays antisémite. Jacques Chirac ne convainc pas Ariel Sharon. En juillet 2004, le Premier ministre israélien invite les Français de confession juive à se rendre immédiatement en Israël pour fuir un antisémitisme déchaîné. Je dois dire que le gouvernement français a pris des mesures contre tout cela, mais somme toute, si je devais m'adresser à nos frères en France, je leur dirais une chose. Partez en Israël aussi vite que possible. Je suis entré dans une colère froide. Évidemment, j'ai écrit aussitôt, j'ai dit, écoutez, j'ai écrit à la présidente du conseil, j'ai écrit à mon ministère, j'ai dit, il faut cesser ça, c'est absurde. Je crois vraiment qu'il n'a pas compris. C'est encore une fois une question d'image. Il a vraiment vu, des pogroms à tous les coins de rue. Dès qu'apparaît à l'horizon quelque chose qui est un peu troublant, ça y est, on croit saisir le mal qui va surgir, l'antisémitisme qui vient. C'est le sous-titre tout de même d'un livre d'un philosophe intelligent, juif, mais intelligent, et très intelligent même. Non pas parce que je suis juif, mais en tout cas, il se trouve qu'il a les deux qualités. Bon. Moi, peut-être que je me trompe, hein. Après tout, je suis peut-être dans une erreur profonde, mais je n'arrive pas à le croire, voilà. Je ne peux pas imaginer que dans notre pays, un jour, il y aura de telles menaces physiques, de telles menaces sur l'existence des Juifs, qu'il faut qu'ils se tirent. Je ne pense pas. Je pense non. Ou alors c'est tellement inimaginable que je ne veux pas y penser. C'est pour moi tellement... ça sera un malheur épouvantable. Mais, oui, Israël, bien sûr, c'est possible, bien sûr. Moi, je considère que le destin juif s'accomplit en Israël. Maintenant, on a une terre. C'est très difficile de lever les amarres et de tout couper. On a coupé avec le Maroc. Encore, il faut couper avec la France. C'est pas si simple que ça. Mais je ne veux pas d'un autre Vichy. Je ne veux pas de nos écoles... avec 18 caméras, c'est tout. Alors, oui, le jour où je partirai de la France, je remercierai le pays. Mais je partirai. 200 juifs français ont décollé cet après-midi de Roissy pour effectuer ce que l'on appelle en hébreu leur alia, traduisez la montée en Israël. Ils sont jeunes ou plus âgés, ils partent seuls ou en famille, ils sont poussés d'abord par un idéal, mais aussi par la crainte d'une aggravation de l'antisémitisme dans les années à venir. Ce départ en groupe, très médiatisé, était prévu de longue date. Théoriquement, cette opération n'a rien à voir avec les récentes déclarations d'Ariel Sharon, incitant les Juifs de France à émigrer en masse. En juillet 2004, une femme partait avec ses enfants pour Israël. Elle partait s'installer près de Tel Aviv. Elle quittait la banlieue parisienne, où elle avait élevé ses enfants. Elle pleurait, elle était en bas de l'avion et elle disait « J'aime la France, c'est mon pays, c'est un très beau pays, je l'ai toujours aimé et je l'aimerai toujours. Mais maintenant, mes enfants n'osent même plus me raconter ce qu'on leur fait à l'école. La France ne veut plus de nous. » Cette dame, aujourd'hui, ne vit plus en France. Mais à qui la faute? Est-ce sa faute? Ou est-ce la faute des camarades d'école de ses enfants? Alors, je sais que les Français ne sont pas antisémites. Mais les antisémites font précisément pour cela du mal à la France, parce qu'ils la font passer pour ce qu'elle n'est pas.
Ceux qui haïssent les Juifs et qui expriment cette haine ouvertement souillent l'image de leur pays. Et c'est pourquoi les Français qui sont indifférents à l'antisémitisme, eh bien, je voudrais leur dire, c'est tout à fait naturel qu'ils soient indifférents. Il est normal que les Français ne se réveillent pas tous les matins en se demandant ce qui est bon ou mauvais pour 1% d'entre eux. Mais ce n'est pas pour les Juifs qu'ils doivent se battre, c'est pour la France, c'est-à-dire pour eux-mêmes. Parce que le mal que fait l'antisémitisme à la France, et il suffit de lire la presse étrangère pour s'en convaincre, est considérable et disproportionné avec sa réalité. J'ai un ami qui dit toujours les Juifs sont les sentinelles de l'histoire. Et je pense que c'est vrai que chaque fois qu'il y a eu des symptômes de maladies graves de la démocratie, les Juifs ont souffert. Et vice-versa. C'est-à-dire, ça a toujours été un symptôme. Alors je ne dis pas que ça ne peut pas changer, demain ça peut être une autre communauté. Mais la manière dont une société traite ces minoritaires, quels qu'ils soient, est symptomatique de l'état de santé de sa démocratie. Quand la République vacille, les Juifs sont souvent les premiers touchés. Si les actes de haine de la flambée antisémite des années 2000 ne sont le fait que d'une minorité, ils sont trop nombreux pour être considérés comme insignifiants. Le malaise existe. Depuis la réhabilitation de Dreyfus, vaille que vaille, la France a résisté aux différents assauts de la haine anti-juive. Seule la guerre et la défaite ont permis l'antisémitisme d'État. La France de Vichy devenait complice de la solution finale. Un siècle d'une longue histoire, riche d'intégration, mais une histoire inquiète, secouée d'interrogations. Au XIXe siècle, le grand rabbin de Strasbourg écrivait avec confiance « Le drapeau de la République française, c'est l'étendard que l'Éternel a confié à Moïse. » Aujourd'hui, la mémoire et l'identité juive semblent plus que jamais liées à notre destin national. Pour la plupart des 600 000 Français juifs, l'avenir s'envisage avec vigilance, une vigilance qui ne doit pas étouffer l'espoir d'une fraternité réaffirmée. Il n'y a rien de plus stupide, plus inepte que l'antisémitisme ou le racisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on s'interroge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne s'explique que parce qu'il y a chez les êtres humains là cette propension monstrueuse à la haine de l'autre. Pour ça que l'antisémitisme, comme le racisme, sont tragiques. Parce qu'ils s'inscrivent, on les retrouve à travers tant de métamorphoses et tant de siècles, constamment comme un fil rouge, qui court à travers l'histoire. C'est pas fini. Et c'est ça qui me désole. Je croyais que c'était une page tournée, l'antisémitisme. Moi, j'ai un plan, conversion forcée. Que tout le monde devienne juif. Tout le monde aura de l'humour. Tout le monde aura de l'argent. C'est formidable. On ne peut pas faire mieux. Il revient à ma mémoire de souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Frankreich meine, Land von Kinderjahren feine, durchgelebt und Sorg und eines, eingewiegt mit deiner Musik. Städtelteiers, stiles die Blechgärtner Scheiers, Kinder von mein Dorf ist Eiers, und wie meins geben dort Glück. Ich hab dich lieb, ja, und noch schenk ich dir mein Lied da. Ich hab dich lieb, ja, bis mein letzten Augenblick. Frankreich meine, Land von Kinderjahren feine, durchgelebt und Sorg und eines, eingewickt mit deiner Musik.
bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur.